Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence virtuelle interactive du CNESCO. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes de PISA et de Teams, un petit inconnu. Donc PISA, évidemment, tout le monde connaît et tout le monde va connaître encore plus dans les semaines à venir puisque la nouvelle enquête PISA va être livrée début décembre. Mais le CNESCO a souhaité aujourd'hui élargir la thématique des évaluations internationales et vous ouvrir aussi à une autre évaluation internationale qui est portée par une organisation qui s'appelle l'IEA et cette enquête s'appelle Teams. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous certains des auteurs du rapport sur les méthodologies des évaluations internationales. Donc nous avons avec nous Antoine Baudin, qui est donc spécialiste des évaluations en mathématiques. Et nous avons aussi la chance de pouvoir regarder les outils qui sont dans le domaine strictement scientifique avec Nicolas Descamps, qui est chercheur en didactique des sciences et qui est donc rattaché à l'université Paris Diderot. Voilà, donc des experts pour discuter autour des évaluations internationales et pour, je le dirais un peu trivialement, ouvrir le capot, c'est-à-dire pouvoir vraiment voir ce qu'il y a dans ces évaluations internationales en termes de méthodologie, en termes de contenus qui sont évalués. On parle souvent de ces enquêtes dans les médias à travers des palmarès, mais on peut évidemment aller au-delà de ces palmarès, regarder plus en détail les questions qui sont posées et finalement, qu'est-ce qu'elles nous révèlent des apprentissages des élèves en France. Alors, pourquoi aujourd'hui cette conférence? Pourquoi ce rapport sur les méthodologies des évaluations internationales? Tout d'abord parce qu'il s'agit clairement d'une mission légale du Conseil qui a donc été missionnée à partir de 2013 pour regarder les méthodologies des évaluations internationales. Donc nous répondons à une de nos missions légales. Et puis aussi parce que, comme je vous le disais, PISA sera bientôt dans tous les médias, mais aussi Teams. Et donc il nous semble très important que vous puissiez en fait avec nous échanger pour ensuite mieux lire ces enquêtes dans les médias, puisque les médias très souvent se limitent au palmarès. Or, on peut aller plus loin, voir davantage l'école en regardant ces enquêtes. PISA est déjà connu, évidemment, mais le rapport porte aussi sur une nouvelle évaluation qui va arriver dans le domaine public en France. Alors, nouvelle, vous verrez que les choses sont un peu plus compliquées parce qu'en fait, c'est l'ancêtre de PISA qui s'appelle Teams et qui a été lancé par l'IEA il y a déjà en fait plusieurs décennies. Donc l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous sur les méthodologies, sur les contenus qui sont évalués dans ces enquêtes. Alors, qui avons-nous réunis pour pouvoir regarder de l'intérieur ces outils? Nous avons réuni des experts qui sont spécialistes de psychométrie, d'édumétrie, comment on peut appréhender dans un cadre international les compétences des élèves. Et nous avons aussi sollicité des didacticiens, spécialistes des mathématiques, spécialistes des sciences, pour regarder très concrètement les items, c'est-à-dire ces fameuses questions qui sont posées aux élèves dans le test. Donc il s'agit en fait finalement d'analyser avec vous ces évaluations à un double niveau, un niveau méthodologique, de se poser des questions très souvent récurrentes dans l'espace médiatique français. Est-ce que la méthodologie de ces enquêtes tient la route? Est-ce que ce sont des outils fiables? Est-ce que les échantillons sont de bonne qualité? Est-ce que les constructions des échelles sont vraiment informatives des acquisitions des élèves? Quels sont les modes de passation? Donc on aborderait assez rapidement ces éléments puisqu'aujourd'hui on va se centrer davantage avec nos experts sur la partie relative à l'analyse didactique des contenus de PISA et de Teams. Alors, on a ensemble aujourd'hui un programme extrêmement chargé avec Nicolas Descamps. Nous verrons dans un premier temps l'ensemble des outils PISA et Teams qui sont développés dans le domaine scientifique. On parlera de PISA 2015, puisque cette année, la majeure est dans le domaine scientifique. On parlera
aussi d'une évaluation que vous connaissez moins, qui est donc Teams Advance, et qui a été administrée auprès des jeunes de terminale de filière scientifique. Et on regardera plus particulièrement avec lui le domaine de la physique. Et puis ensuite, avec Antoine Baudin, nous aborderons le volet mathématique, donc là, à travers plusieurs enquêtes. Teams, donc de nouveau cette enquête que l'on connaît beaucoup moins en France, qui a été donc administrée à un double niveau auprès des élèves de CM1 et puis aussi auprès de ces élèves de terminale scientifique. Et puis nous reviendrons évidemment aussi avec Antoine Baudin sur PISA 2015 autour de la littératie en matière de mathématiques, même si ça n'est pas cette année la majeure. Alors, regardons de façon transversale ces outils internationaux, donc ces enquêtes PISA et ces enquêtes Teams. Je dirais que pour les comprendre, un peu d'histoire va nous aider. On connaît PISA. PISA arrive dans les années 2000 en France et puis l'ensemble des pays de l'OCDE. On connaît moins en fait l'ancêtre des enquêtes internationales. Et donc, repartir de ces histoires va nous faire comprendre les différences entre ces deux grandes enquêtes qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est l'histoire. L'histoire commence dans les années 50 avec un groupe, je dirais, de chercheurs un peu fous qui ont l'idée quelque peu utopique à l'époque de créer un grand laboratoire mondial de façon à regarder les pratiques éducatives dans les classes, comment les enseignants enseignent dans différents pays, de façon à alimenter une recherche qui va pouvoir mettre en évidence des pratiques pédagogiques qui sont davantage efficaces que d'autres. Donc vous voyez, c'est au départ un rêve de scientifiques un peu fous qui se réunissent donc en Europe, à Hambourg, dans la fin des années 50. Ils développent un pilote, qui a beaucoup de succès, qui est assez robuste scientifiquement, mais malheureusement, ils n'ont pas d'argent pour lancer à grande échelle une enquête. Et c'est assez paradoxalement un événement qui n'a rien à voir avec l'éducation qui va leur apporter ces financements. C'est le lancement du satellite Sputnik par les soviétiques en 1957, donc dans le cadre de la guerre froide et de la course à la conquête spatiale, qui va provoquer et donner les financements à cette enquête. Pourquoi ? Parce que les Américains sont ulcérés d'avoir perdu cette première étape de la conquête spatiale. Ils commencent à s'interroger sur le système éducatif, se demander si on enseigne bien les sciences et les maths dans les écoles américaines, et donc ils veulent pouvoir se comparer avec ce qu'on appelait alors les soviétiques. Et donc ils vont décider de financer cette enquête, d'apporter les premiers fonds à cette enquête. Et donc, il faut bien avoir conscience que ces premières enquêtes internationales se développent réellement dans un contexte géostratégique de compétition, de guerre froide, avec l'objectif vraiment de se mesurer entre États. Et donc, on a là, clairement, dans ces enquêtes, dès le début, des tensions qu'on va retrouver par la suite, tensions entre un rêve de chercheurs, qui consiste vraiment à regarder dans le détail les pratiques pédagogiques et en tirer des enseignements pour les praticiens et pour lesquels finalement créer des palmarès n'a pas de sens. Et puis des financements qui sont apportés par des États qui, eux, veulent se mesurer. Et donc, d'où cette récurrence des palmarès et d'où aussi cette richesse des enquêtes que l'on va aujourd'hui discuter ensemble. Donc vous voyez que Teams, qui est l'ancêtre de ces premiers pilotes dans le domaine scientifique et mathématique, Teams se développe sur ce premier courant qui vise principalement à regarder ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe en matière de pratique pédagogique. Donc la logique de cet outil que vous allez voir arriver dans les semaines qui viennent, puisque les résultats vont être publiés à la fin du mois de novembre, c'est réellement au départ de s'intéresser à l'école, aux pratiques pédagogiques et aux programmes scolaires. Si bien que dans l'outil de Teams aujourd'hui, il est également encore construit autour des références scolaires, à la fois dans les programmes scolaires. L'ensemble des pays se mettent d'accord pour regarder l'ensemble des programmes scolaires en mathématiques, en sciences et trouver un large champ de dénominateurs communs. Et c'est par rapport à ces deux dénominateurs communs que sont montées les évaluations internationales. On décide également d'analyser les élèves qui sont dans un certain niveau scolaire de classe. Donc Teams est très arrimé dans ses objectifs à l'école dans chacun des pays.
et vise principalement à renseigner les praticiens sur les pratiques pédagogiques les plus efficaces. En tout cas, c'est au cœur de la démarche de l'IEA, qui est donc l'organisation qui gère cette enquête. C'est au cœur de la démarche que de s'intéresser d'abord à ce qui se passe dans la classe. PISA a un objectif évidemment différent, puisque PISA est né d'une volonté de l'OCDE, qui est une organisation intergouvernementale, une volonté donc de l'OCDE de pouvoir finalement conseiller en matière d'éducation, parce que pour l'OCDE, l'éducation est un des leviers fondamentaux de la croissance économique. C'est comme ça que PISA et l'OCDE sont devenus des acteurs majeurs en matière d'évaluation des acquis des élèves, alors que normalement, le champ de l'éducation revient à une organisation qui s'appelle l'UNESCO. Mais l'OCDE a pu pénétrer ce champ de l'éducation parce que dans le cadre de la théorie du développement humain, il s'agit donc de mobiliser les compétences, alors des élèves et puis ensuite des adultes, autour de la croissance économique. Donc là, on vise bien à informer le politique. Et il y a donc au départ, l'enquête a évolué évidemment depuis, il y a donc au départ un moindre intérêt pour ce qui se passe dans la classe. Ces objectifs différents entre l'enquête de l'IEA TIMSS et l'enquête de l'OCDE PISA se traduisent évidemment par des champs d'évaluation qui sont différents. Dans le cadre de PISA, on vise davantage à appréhender ce que l'on a nommé la littératie. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins de savoir si les écoles réussissent à atteindre leurs objectifs, qui sont intégrés dans les programmes scolaires. On s'intéresse davantage aux compétences en fin de scolarité obligatoire, qui sont celles des jeunes dans les domaines donc, de la compréhension de l'écrit, de la culture mathématique et de la culture scientifique. Donc il s'agit principalement, non seulement de voir évidemment si les élèves ont certaines connaissances, mais de voir s'ils sont capables de mobiliser ces connaissances dans le cadre de résolution de problèmes qui peuvent être intégrés à la vie quotidienne. Donc il s'agit vraiment de savoir comment des élèves, en fin de cursus, en fin de scolarité obligatoire, peuvent mobiliser ce qu'ils ont appris dans le cadre scolaire. Vous avez compris que TIMSS, l'ensemble de la famille TIMSS, que nous allons voir avec nos experts, s'intéresse davantage, évidemment, aux connaissances en matière de sciences et en matière de mathématiques et sont davantage arrimés au programme scolaire dans chacun des pays. Donc, très rapidement, vous voyez qu'en regardant chacune des enquêtes, on comprend qu'il n'y a pas d'évaluation qui soit neutre. C'est-à-dire que, ça je reviendrai sur ce point en conclusion, finalement chacune des évaluations nous donne à voir une vision différente, une entrée différente dans les écoles françaises et puis de l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc on a bien dans chacune de ces enquêtes des pilotes qui sont différents, PISA, l'OCDE, organisation intergouvernementale, TIMSS, l'IEA, organisation scientifique non gouvernementale, financée au cas par cas dans ces études. Les populations d'élèves qui rentrent dans les tests sont aussi différentes. PISA s'intéresse aux élèves de 15 ans, donc finalement un âge proche dans la plupart des pays de l'OCDE de la fin de la scolarité obligatoire. Tous les élèves de 15 ans finalement qui sont scolarisés, donc ça élimine aussi les élèves de 15 ans de certains pays émergents qui ne sont pas malheureusement scolarisés. TIMSS est davantage arrimé à l'organisation scolaire, puisque selon que l'on considère TIMSS, pour le primaire, ce sont les élèves de CM1 qui sont testés, et puis dans TIMSS, comme je vous l'ai dit, ce sont les élèves de filière de terminale S qui sont au cœur de l'enquête. On a des échantillons qui sont relativement semblables, donc évidemment tous les élèves ne sont pas testés, ce sont des enquêtes qui procèdent par échantillons de façon à limiter le poids du test. Sur le nombre de pays, vous voyez que c'est évidemment très différent. PISA est centré sur l'OCDE, mais a réussi à élargir très largement les pays impliqués. TIMSS, depuis le début, navigue entre des pays de l'OCDE et des pays en voie émergents, en voie de développement, etc. C'est un ensemble qui est beaucoup plus hétérogène. Dans TIMSS Advanced, pour les terminales, il n'y a que 9 pays. Les périodicités sont aussi différentes.
tous les 3 ans, on retrouve PISA. C'est un cycle régulier et c'est très important d'avoir une enquête régulière qui permet finalement à chaque fois de tester un domaine de compétences différent. Donc cette année, la majeure sera sur les compétences et la culture scientifique. Pour Teams, c'est tous les 4 ans et pour Teams Advanced, vous voyez que c'est irrégulier. Les dates de création, donc 2000 pour PISA, vous le savez. Et donc, comme je vous l'ai dit, Teams est antérieur. Donc, Teams existe depuis 1995, mais les enquêtes de l'UEA depuis les années 60-70. Alors, la France, elle a participé dès le début à ces grandes enquêtes de l'UEA. On peut dire que ça fait partie des pionniers de ces enquêtes. Elle a malheureusement abandonné le train de l'IEA pour, à partir des années 2000, rejoindre celui de PISA. Mais on voit qu'il y a un retour, et c'est plutôt positif, je pense, pour l'école française, que d'avoir différents points de vue sur les compétences des élèves. Les domaines évalués, donc je l'ai déjà dit, ils sont larges du côté de PISA, plus recentrés du côté de Teams. Il faut savoir que l'IEA développe aussi d'autres enquêtes, au-delà de Teams, sur d'autres dimensions de l'école, par exemple l'éducation à la citoyenneté. Les contextes des exercices, d'un côté des situations très concrètes, comment les élèves peuvent mobiliser leurs connaissances dans le cadre de situations concrètes, de l'autre côté davantage des situations scolaires, c'est-à-dire des situations qui ressemblent aux conditions d'apprentissage des élèves. Donc les champs évalués, les compétences utiles pour le citoyen, on peut presque dire que PISA a réussi à délimiter un socle commun, je dirais, propre à l'ensemble des pays de l'OCDE, alors que du côté de Teams, on reste, je l'ai dit, très arrimé aux disciplines. On a des questionnaires aussi contextuels qui sont différents. Vous l'avez compris, dans PISA, on s'intéresse aux élèves, bien sûr, à leurs compétences. Donc il y a des textes qu'on dit cognitifs, on essaye de voir quelles sont leurs compétences. Il y a des textes, il y a également des questionnaires qui sont contextuels. On pose un certain nombre de questions aux élèves et c'est particulièrement important dans le domaine de la culture scientifique, puisqu'on s'intéresse non seulement, mais Nicolas Descamps va nous le dire plus en détail, non seulement aux compétences et à la mobilisation des compétences scientifiques, mais également, il y a tout un champ de l'enquête qui s'intéresse aux attitudes des jeunes vis-à-vis de la science et même à leur capacité, aux volontés d'engagement, notamment, je pense, par rapport au développement durable. Donc, on a des questionnaires qui sont riches. On a des questionnaires aussi établissements dans PISA et longtemps, on n'a pas eu de questionnaire enseignant puisqu'on se préoccupait finalement plus marginalement des pratiques pédagogiques. Du côté au contraire de Teams, évidemment, c'est ce qui se passe dans la classe, l'élève et l'enseignant qui sont au cœur de la logique. Au départ, on avait vraiment 2 enquêtes très différentes et puis on voit que finalement, avec le temps, ces enquêtes vont se rapprocher dans ce qu'elles cherchent à analyser. Des méthodologies qui sont par contre proches, autant il peut y avoir des différences vraiment dans les logiques, dans les objectifs, dans les philosophies, dans les outils contextuels entre les 2 enquêtes. En ce qui concerne les méthodologies, on peut dire que l'IEA et toute la lignée des enquêtes autour des mathématiques et des sciences ont vraiment créé un background en matière de psychométrie. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des enquêtes qui ont derrière elles, en termes de recul et de fiabilité, plusieurs décennies. PISA s'est largement, évidemment, inspiré des avancées de l'UEA et puis des enquêtes qui étaient avant Teams. Donc des modèles statistiques aujourd'hui de haut niveau. Au cœur aussi de ces méthodologies de psychométrie, cette notion de double échelle. Les compétences des élèves sont évidemment très difficiles à appréhender et il s'agit finalement de les appréhender à travers des outils qui arriment chacun des items, c'est-à-dire chacune des questions posées aux élèves à des niveaux de difficulté. Et c'est l'ensemble des résultats, ces items, qui vont créer le score de l'élève et puis ensuite le score du pays. Une même méthode aussi de cahier tournant, puisqu'on souhaite administrer un large panel d'items à donc ces échantillons d'élèves sans que les tests durent trop longtemps. Donc, par le biais de cahiers tournants, on réussit comme ça finalement à ne pas faire passer
à chacun des élèves tous les items, mais grâce à des échelles, à pouvoir reconstituer des résultats qui sont robustes. Et puis aussi des items qui sont dits d'ancrage, notamment dans PISA et puis dans les dernières enquêtes de l'IEA, qui vont permettre des comparaisons temporelles qui sont fiables. Donc ces comparaisons, évidemment, sont très importantes aussi pour pouvoir évaluer les progressions des élèves. Donc, vous le verrez plus en détail, on le reverra avec Nicolas Descamps, par exemple. Dans la culture scientifique, on est bien sur 6 niveaux d'élèves. Donc, il y a bien des échelles et puis des items à différents niveaux. Très rapidement, vous voyez ici les résultats passés de la dernière évaluation en matière de culture scientifique. Bon, vous voyez très bien les chiffres. On voit bien que la France est clairement dans la moyenne de l'OCDE. Par contre, on attire l'attention sur le fait que ce qui diverge vraiment par rapport à l'OCDE, ce sont les élèves qui sont en dessous du niveau 1, donc les élèves en grande difficulté. Donc, en conclusion, vous voyez que l'objectif aujourd'hui est de regarder clairement ce qui est évalué dans ces évaluations internationales, voilà, d'ouvrir le capot et de regarder vraiment à l'intérieur de ces outils ce qui est évalué. Je pense que c'est un point important pour la communauté éducative, puisque très souvent on nous renvoie ces palmarès, on nous renvoie ces résultats, et donc il s'agit d'aller au-delà des bilans, au-delà des photos, qui peuvent être parfois très anxiogènes, et de vraiment puiser dans ces outils pour voir ce qu'ils ont à nous apprendre. Donc on a eu la chance d'avoir accès à l'ensemble des items qui constituent ces tests. Donc les chercheurs ont vraiment pu travailler sur l'ensemble des questions, et c'est un point important, parce qu'ils ne sont pas libérés, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même une grande transparence dans les données. Toutes les données PISA sont en ligne et accessibles aux chercheurs. Donc c'est un outil qui est très transparent et très partagé. Ce que nous montre aussi cette comparaison entre les outils, c'est que finalement aucune évaluation isolée, seule, ne peut nous donner un état des lieux de l'école française. C'est très important. Pour regarder l'école française, nous devons regarder et prendre en compte un ensemble d'évaluations. Parce que vous avez compris que TIMSS regarde davantage les objectifs scolaires des élèves. PISA va regarder davantage si finalement un socle commun est atteint à la fin de la scolarité obligatoire. Donc il faut bien croiser l'ensemble de ces regards. Nous avons aussi une grande richesse en termes d'évaluation nationale. Donc posons des diagnostics à partir d'un croisement de ces différents regards. C'est ce que le CNESCO a déjà fait dans ce rapport sur les inégalités sociales à l'école. Nous avons posé la question de savoir si est-ce que les inégalités sociales que l'on voit dans PISA, nous les retrouvons dans des outils qui sont nationaux. Et la réponse a été oui. Mais avant de poser un diagnostic sur l'école française, nous avons souhaité regarder un ensemble d'outils. Attention aux effets palmarès aussi. Vous allez voir beaucoup de palmarès dans les enquêtes. On reviendra sur ce point, c'est un point important. Les palmarès ne nous disent pas tout de la richesse de ces enquêtes, et surtout, attention à ne pas regarder des rangs de pays. Il peut y avoir des pays qui sont positionnés différemment en termes de rang, mais sans distinction vraiment dans les résultats. Et puis je dirais qu'en termes politiques, ce que vont nous apporter ces évaluations n'intéresse pas les années tout à fait récentes. Les enquêtes internationales nous renseignent bien sur des parcours d'élèves. Quand on a 15 ans, finalement, votre parcours d'élève, vos compétences à 15 ans se sont construites tout au long de votre parcours scolaire. Donc ces enquêtes sont intéressantes parce qu'elles nous donnent à voir le présent, mais elles nous donnent à voir aussi le passé de nos systèmes éducatifs. Donc voilà pour cette introduction générale. Donc je vous propose maintenant de rentrer plus en détail dans le volet sciences de ces outils avec Nicolas Descamps, qui va donc commencer à nous présenter PISA 2015 et en particulier donc la littératie scientifique. Merci Nathalie Mons. Donc je remercie le CNESCO de nous avoir donné l'opportunité à Cécile Dehosson et moi-même, puisque nous avons rédigé le rapport ensemble, donc de nous avoir donné l'opportunité de regarder ces items PISA. Et je remercie aussi beaucoup la DEP, et en particulier Franck Salle, qui nous a permis d'accéder à tous les items, y compris les items non libérés, ce qui est évidemment très précieux. Alors si on commence par PISA, ce que PISA évalue, comme vous l'avez très bien dit, c'est la littératie scientifique, c'est-à-dire
pas forcément directement les connaissances scientifiques, mais l'utilisation qui peut être faite, enfin, la manière d'aborder la science qui peut concerner tout un chacun, y compris des non-scientifiques. Du coup, la méthodologie de PISA est assez lourde et compliquée, et pour rentrer dans le détail, chaque exercice de PISA est composé d'un ensemble de questions, et à chaque question est associé un type de connaissance, un type de compétence et un degré de charge cognitive. Alors, qu'est-ce qu'on entend par type de connaissance ? Il y a dans PISA des connaissances, vraiment des connaissances scientifiques, c'est-à-dire des connaissances sur le contenu scientifique. Alors, ça peut être en biologie, sciences de la vie, disons, en sciences de la Terre et de l'univers, ou en sciences physiques. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Mais il peut aussi y avoir des connaissances de type procédural ou épistémique qui ne sont plus des connaissances scientifiques, qui sont des connaissances, cette fois-ci, on pourrait dire, sur la science. Donc la différence entre procédural et épistémique, c'est que les compétences procédurales sont des compétences où on demande aux élèves de voir de savoir comment on passe, disons, de données à des résultats en sciences, par exemple. Les données épistémiques sont plus, les connaissances épistémiques sont plus des connaissances où on demande aux élèves de savoir ce qui relève par exemple du champ des sciences, ou ce qu'est une théorie, ce qu'est un modèle, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour chaque exercice et pour chaque question dans PISA, on peut dire que chaque question interroge une de ces connaissances. Par ailleurs, l'évaluation se fait par compétence, c'est-à-dire que toujours pour chaque question, PISA va déterminer si la question relève plutôt de l'explication d'un phénomène de manière scientifique, s'il s'agit plutôt de savoir évaluer ou concevoir des recherches scientifiques, ou s'il s'agit d'interpréter des données scientifiques. Et en plus de ça, pour chacune de ces questions PISA, il y a un degré de charge cognitive qui est proposé. Alors c'est un peu plus compliqué, mais en gros, on peut dire qu'une connaissance, elle peut simplement être restituée, elle peut être appliquée. On peut demander aux élèves de raisonner sur ces connaissances. Donc on voit que pour une même connaissance, disons, l'action de l'élève, l'activité de l'élève n'est pas la même. Et par ailleurs, il peut y avoir plusieurs connaissances qui sont mises en relation, ou une seule connaissance. Et donc ça va permettre d'établir une sorte d'échelle qu'on appelle la charge cognitive. Alors, il y a des spécificités pour PISA 2015, et la première de ces spécificités, c'est que l'environnement de passation est entièrement informatisé. Alors ça a des conséquences parce qu'il y a certains types d'exercices, en particulier si je pense aux mathématiques, il y a un certain type d'exercices qu'on ne peut pas poser sous forme informatisée. Par exemple, ça va être difficile de demander à des élèves de faire tracer une courbe ou des choses comme ça. À l'inverse, il y a un certain nombre d'exercices qu'on ne peut évidemment pas poser si l'environnement n'est pas informatisé. Donc là, pour les sciences, il y a une grande partie de PISA qui est consacrée à l'utilisation de simulateurs. Et ça, évidemment, ça n'aurait pas été possible si l'environnement n'était pas informatisé. Donc c'est un choix qui est probablement pertinent compte tenu de l'évolution actuelle de la société, mais ça conditionne évidemment le type de question qui peut être posé dans PISA. Et une autre spécificité, alors qui existait déjà avant dans PISA, c'est que toutes les questions sont contextualisées, plutôt dans des situations à fort enjeu humain. Les contextes, je vous les ai indiqués, donc c'est essentiellement autour de la santé, des ressources naturelles, de la qualité de l'environnement, du risque et de la technologie qui n'est pas toujours considérée comme faisant partie des sciences. Donc pour PISA, c'est sous l'item sciences que ça apparaît. Et ça, évidemment, ça va avec les objectifs de PISA qui sont non pas tellement d'évaluer des connaissances scientifiques, mais leur utilisation dans la vie de tous les jours. Il y a aussi un effort chez PISA de neutralisation des programmes scolaires. Alors, ça, c'est une des difficultés dans les évaluations internationales, c'est que, évidemment, chaque pays a son propre programme. Donc, évaluer des connaissances, c'est pas évident, puisque certains pays pourront avoir vu telle ou telle connaissance, etc.
Et là, toutes les connaissances qui sont de type procédural ou de type épistémique, d'une certaine manière, elles neutralisent ces effets de programme puisque les données sont en fait données dans l'énoncé et c'est le travail ou ce qu'on pourra faire à partir des données qui est évalué. Les conséquences de tous ces choix, c'est qu'il y a souvent beaucoup de textes dans les questions PISA, on va le voir tout de suite, et ça demande aux élèves d'avoir une certaine aisance à circuler au sein des différents registres, graphiques, textes, etc. Et du coup, évidemment, la maîtrise du langage écrit est importante, comme on va le voir. Alors, le mieux, évidemment, pour regarder à quoi ressemble une évaluation PISA, c'est de prendre des exemples. Et je vous en propose deux. Le premier, c'est un exemple en biologie sur la disparition des abeilles. Donc là, on voit que le contexte, c'est un contexte sur la préservation de l'environnement, la qualité de l'environnement. Vous voyez donc à droite, typiquement, l'écran que peut avoir un élève en face de lui. Il y a du texte, des images. Et à gauche, il y a les questions et un espace pour répondre aux questions. Donc là, vous avez une question ouverte. Ce que l'élève doit faire dans un cas pareil, c'est répondre à la question qui lui est posée. Et la question qui lui est posée, dans ce cas particulier, c'est d'expliquer pourquoi, lorsque les abeilles disparaissent, les oiseaux disparaissent aussi. Alors, il y a des indications qui sont données, en particulier, une des indications, c'est que les oiseaux se nourrissent des graines de tournesol. Et il y a des indications qui sont manquantes, en particulier. Ce qui n'est pas indiqué, c'est que le travail que font les abeilles autour des fleurs, enfin, la partie du travail qui est importante ici, c'est qu'elles pollinisent et que, de par cette pollinisation, la fleur va pouvoir produire des graines. Et effectivement, les oiseaux sont un peu... mangeant ces graines, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a évidemment plus d'oiseaux. Donc là, c'est une question, ça c'est une question sur une connaissance scientifique, où ce qui est évalué, c'est les connaissances sur la pollinisation. Et c'est une question ouverte. On va tout de suite voir, par opposition, une question où la connaissance est plus procédurale. Alors c'est toujours le même contexte, hein, dans les évaluations PISA, en général, il y a un exercice qui dépend entièrement d'un contexte, et 4 ou 5 questions sur ce contexte. Là, ce qui est donné à droite, c'est un graphique où on voit en fait le nombre de semaines qui s'écoulent, donc c'est le temps qui est en abscisse. En ordonnée, on a le pourcentage de ruches qui disparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un graphique qui n'est finalement pas si couramment utilisé dans le cadre scolaire français, parce qu'il y a 3 courbes sur ce graphique. Ce qui est classiquement fait au collège, c'est Y en fonction de X, c'est-à-dire un paramètre en fonction d'un autre. Et là, en fait, c'est un peu plus compliqué. Il y a 3 paramètres, puisque chacune de ces courbes correspond à une certaine concentration d'imidaclopride, si je me souviens bien, enfin d'un insecticide. Et donc, ce qui est demandé aux élèves, c'est en fait d'interpréter les résultats de ce graphique. Donc, dans ce cas-là, toutes les données sont dans le graphique. Et il faut qu'ils sachent dire donc, qu'est-ce que recherche le chercheur en faisant cette étude. Donc ici, c'est de regarder l'influence de la concentration de cet insecticide sur la vie des abeilles. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appellerait une connaissance procédurale. Alors, je vais prendre un deuxième exemple. Toujours parmi les exercices libérés. Alors, il faut savoir que les exercices libérés ne sont pas forcément un bon échantillon de l'ensemble des exercices PISA. Souvent, les exercices qui ont été libérés, ce sont des exercices qui ont été un peu mis de côté. Donc, c'est un peu ennuyeux parce qu'on ne peut pas parler des exercices qui sont réellement passés par les élèves. On est obligé de parler de ces exercices-là, qui sont ceux qui sont donnés en exemple par l'OCDE. Mais c'est délicat parce que parfois,
ils ne sont pas idéaux. Et alors, ce deuxième exercice libéré, c'est un exercice qui met en œuvre où l'élève doit mettre en œuvre une simulation. Et ce qu'on voit ici, donc c'est un coureur. Ce coureur court dans un certain nombre de conditions, donc de température et d'humidité de l'air. Et il a la possibilité de boire de l'eau ou pas. Donc il y a toute une première partie, avant même de commencer l'exercice, où on demande aux élèves de jouer un peu avec le simulateur, de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils bougent les curseurs, donc ils doivent se familiariser avec le simulateur. Et dans le début de ce type d'exercice, il n'y a pas de questions. Et je passe à la suite. Ensuite, ils doivent répondre à des questions précises. Alors, ça vaut le coup de s'arrêter un tout petit peu sur cette question. Donc là, on a un coureur qui court pendant 1 heure, lors d'une journée chaude et sèche. La température extérieure est de 40 degrés, l'humidité de l'air est de 20%, et il ne boit pas d'eau du tout. Donc, il faut que l'élève, en fait, bouge les curseurs de manière à fixer la température de l'air à 40 degrés, de fixer l'humidité de l'air à 20%, et pour boire de l'eau, clique sur non, parce qu'il ne boit pas d'eau du tout. Et ce qui est demandé, alors à nouveau, c'est ce que PISA considère comme une compétence procédurale, c'est de regarder, d'interpréter le résultat donné par le simulateur. Donc là, en fait, il y a 3 résultats qui sont donnés par le simulateur. Donc il y a à nouveau, ce qui est souvent le cas dans PISA, c'est qu'il y a beaucoup de variables et beaucoup de choses à regarder en même temps. Donc là, il y a 3 résultats. Il y a le volume de transpiration, il y a la perte en eau. Alors, on pourrait penser que la perte en eau, c'est la même chose que le volume de transpiration, mais comme le coureur a la possibilité de boire, il peut y avoir un équilibre entre ce qu'il boit et ce qu'il perd, donc et ce qu'il transpire. Donc la perte en eau, c'est évidemment la balance entre ces 2 composantes, et puis la température. Et donc si on fait tourner la simulation, on constate, le simulateur indique qu'il y a déshydratation. Donc le danger, on demande à l'élève quel est le danger qui menace la santé du coureur. Il y a le choix entre la déshydratation ou le coup de chaleur. Il faut qu'il réponde la déshydratation. Et ensuite, on demande à l'élève, ceci est indiqué par soit le volume de transpiration, soit la perte en eau, soit la température. Donc là, il faut qu'il réponde à cause de la perte en eau. On voit que dans ce type de questions, en fait, le professeur de sciences, disons de physique-chimie ou de SVT, va avoir un peu de mal à retrouver ces petits. Puisque d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il n'y a pas de connaissance scientifique qui est évaluée directement par cet exercice. Et c'est normal, c'est ce que PISA considère comme l'évaluation d'une compétence procédurale et d'une compétence procédurale simple, puisque là, il y a juste à cliquer sur les 3 valeurs. Alors, pour terminer sur des exemples de PISA, toujours un exemple tiré de cet exercice sur le coureur. Là, où il y a toujours, en fait, dans cet exemple, il y a 2 questions. Il y a une première question sur l'évaluation d'une compétence procédurale, mais d'une compétence procédurale plus complexe, puisque cette fois-ci, ce qui est demandé au coureur, c'est moins directif, c'est-à-dire qu'on précise que l'humidité de l'air dans cette deuxième question est de 60%. On précise rien, je crois, c'est ça, sur le fait que le coureur boit de l'eau ou ne boit pas d'eau. Et on demande ce qui se passe pour le volume de transpiration. Qu'est-ce qui se passe pour le volume de transpiration lorsque la température augmente? Donc il n'y a pas de donnée précise de température qui est donnée. Il va falloir que l'élève fixe les paramètres que sont l'humidité de l'air et le fait que le coureur boive de l'eau ou pas, et qui s'amuse à faire varier la température de l'air pour voir quelle est la conséquence sur le volume de transpiration. Donc c'est toujours une connaissance procédurale qui est évaluée, c'est-à-dire il n'y a toujours pas directement de connaissance scientifique, mais c'est d'un niveau cognitif un peu plus élevé.
un niveau de charge cognitive un peu plus élevé. Et associé à cette question, il y a pour le coup une question que PISA indique comme étant une question sur une connaissance scientifique qui est, eh bien, quelle est la raison biologique pour laquelle cet effet se produit? C'est-à-dire pourquoi est-ce que lorsque la température extérieure augmente, on transpire plus? Et donc là, il faut que l'élève sache que la transpiration est un des moyens que le corps humain possède pour réguler sa température et faire baisser sa propre température. Connaissance qui est d'ailleurs un peu à cheval entre la biologie et la physique, puisqu'en fait, on voit ça aussi en physique que lorsque de l'eau s'évapore, ça fait baisser la température de l'eau qui est restée liquide. Voilà, donc les exercices libérés ne donnent, je l'ai déjà dit, qu'une vision partielle des exercices de l'évaluation effective. En particulier, ce que je vous ai montré ici, c'était des exercices qui évaluaient des connaissances scientifiques et des exercices qui évaluaient des connaissances procédurales. Je n'ai pas montré d'exercices qui évaluaient des connaissances que PISA qualifie d'épistémiques, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y en a pas dans les exercices libérés. Et il y en a dans les exercices non libérés. Donc il y a un nombre important de questions en lien avec la nature de la science. Par exemple, est-ce que telle ou telle question relève du champ des sciences? Voilà, des questions comme ça, il y en a dans PISA, elles ne sont pas dans les exercices libérés. Ce que les exemples montrent bien, c'est que les attendus diffèrent pas mal des pratiques habituelles en classe de sciences, et ça, c'est en fait voulu par PISA, puisque ce n'est pas ce que PISA évalue. Ce qu'on peut constater sur les exemples que j'ai donnés, c'est qu'il n'y a pas du tout de calcul en particulier. Alors c'est sans doute aussi voulu, probablement que les concepteurs considèrent que les calculs, c'est plutôt pour des choses qui servent aux gens qui vont ensuite faire des sciences, pas des choses qui vont servir à tout citoyen. Bon, ça peut se discuter. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisation dans ces questions, en particulier des questions liées, toutes les questions liées aux simulations. Et ça, c'est un peu spécifique aussi. Ça relève peut-être plus de la technologie que des sciences à proprement parler. Enfin, si on faisait une séparation nette entre ces deux choses-là. Voilà. Le fait que tout soit évalué dans des contextes particuliers, c'est aussi important. Parce qu'on sait depuis longtemps en didactique que évaluer une connaissance dans un contexte, disons, un peu abstrait, comme c'est souvent fait en classe de sciences, pas toujours, hein, mais ça peut être fait encore en classe de sciences, c'est assez différent que de l'évaluer dans un contexte particulier qui peut être de la vie de tous les jours. Ça peut être parfois plus facile d'évaluer les choses dans un contexte de la vie de tous les jours. On peut même parfois savoir répondre à une question dans la vie de tous les jours sans utiliser ses connaissances scientifiques. À l'inverse, ça peut être parfois plus difficile. Il y a des choses qui peuvent être un peu des sortes de pièges. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Et en fait, il faudrait presque regarder question par question les taux de bonne réponse des élèves pour pouvoir vraiment dire des choses fines sur ce que les élèves savent. Voilà. J'en ai à peu près fini pour PISA. Je vais passer à TIMSS Advanced en physique. Donc TIMSS Advanced, effectivement, ça s'adresse à des élèves qui sont en terminale de série scientifique, alors que PISA, ça s'adresse à des élèves de fin de collège. Et les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Et les contextes ne sont pas du tout les mêmes non plus. TIMSS Advanced est disciplinaire et a choisi de se focaliser uniquement sur la physique. Il n'y a pas de TIMSS Advanced en biologie. Et il n'y a même pas de TIMSS Advanced en chimie, hein, puisque en France, on enseigne en général physique et chimie ensemble. Donc ça peut paraître un peu particulier dans le contexte français. C'est vraiment uniquement de la physique. Et à l'intérieur de la physique, il y a 3 thèmes qui sont privilégiés, qui sont mécanique et thermodynamique, électricité et magnétisme, et physique ondulatoire et atomique. Donc ça, c'est les 3 thèmes généraux. Donc
on voit à nouveau que c'est très différent de PISA, puisque PISA, c'est des contextes, santé, environnement, etc. Là, c'est des thèmes clairement de la physique. Et puis, ce qui relevait du domaine ce qui était appelé niveau de charge cognitive sous PISA correspond à peu près, alors c'est un peu différent, mais chez Teams, à 3 domaines cognitifs qui sont connaître, appliquer et raisonner. Donc on peut dire que du point de vue du cadre méthodologique, Teams est plus léger. Hein. PISA est très... enfin, c'est un peu lourd de rentrer dans l'ensemble des détails. Il y a vraiment des compétences, des connaissances, des niveaux de charge cognitive, etc. Plus différents thèmes. Dans Teams, il y a 3 thèmes et 3 domaines cognitifs. Il y a d'autres grosses différences entre Teams et PISA. La première, c'est que la passation dans Teams est manuscrite. Alors, les calculatrices sont autorisées. Bon, elles le sont aussi dans PISA. Mais dans le cadre d'une passation manuscrite, c'est important de le signaler. Dans PISA, on avait vu que les connaissances étaient fournies au fur et à mesure des questions, hein, pour que les élèves sachent exactement ce dont ils ont besoin à chaque fois. Là, il y a un formulaire qui est fourni au début de chaque cahier de Teams, mais il est fourni une seule fois au début et plus au cours des questions. Donc, c'est quand même assez différent. Ça veut dire que les élèves doivent au moins savoir que certaines formules existent, même s'ils ne les connaissent pas par cœur, ils peuvent s'y référer, mais ils doivent savoir qu'elles existent. Les constantes physiques également sont fournies dans la partie introductive des cahiers. Il y a toujours des exercices de type QCM et des questions ouvertes. Et une grosse différence, hein, il y avait très peu de calculs dans PISA, c'est que dans Teams, il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des calculs qui sont nécessaires, donc des savoir-faire mathématiques nécessaires pour pouvoir répondre correctement. Et le fait que ce soit manuscrit facilite des rédactions qui peuvent comporter des lignes de calcul algébriques, numériques, ce qu'on ne trouve pas du tout dans PISA, voire éventuellement compléter une courbe, des choses comme ça. Évidemment, difficile de pouvoir prévoir dans un environnement informatisé. L'autre décalage vraiment important par rapport à PISA, c'est que dans Teams, je dirais que pratiquement pour chaque question, il est nécessaire d'avoir des connaissances scientifiques. Dans PISA, on a vu qu'il y avait des questions qui portaient sur des connaissances procédurales dont on pouvait dire qu'on pouvait y répondre sans avoir aucune connaissance scientifique. Dans Teams, ça n'est absolument pas le cas. Et si on regarde les différents thèmes qui sont évalués dans Teams, il y a 3 thèmes. Un des 3 thèmes, c'est l'électricité et le magnétisme. Et ça, il faut savoir que dans les programmes français des classes scientifiques, c'est des choses qui sont très peu travaillées. Donc on peut dire qu'il y a au moins un tiers des questions de Teams qui sont finalement un peu hors des programmes français. Mais il est prévu que Teams fasse un classement général et aussi un classement en tenant compte uniquement des questions qui sont travaillées dans chaque pays. Ceci dit, même quand les savoirs et les connaissances scientifiques sont travaillés, les savoir-faire qui sont associés diffèrent parfois sensiblement de ceux qui sont travaillés en classe de sciences. Alors je vais donner, comme pour PISA, 2 exemples. Là, je rappelle simplement que, avant de donner les exemples, qu'il y a des connaissances sur le contenu scientifique, il n'y a pratiquement pas de connaissances liées à la nature de la science, ce qui est aussi une grosse différence par rapport à PISA. Et quand il y a des connaissances procédurales, elles sont mêlées aux connaissances scientifiques. Le reste, je l'ai déjà dit sur le fait qu'il y a moins de texte. Donc je donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple donc de physique et de mécanique. On a donc un kangourou qui sautille, qui saute sur une plaque qui est à plat sur le sol et qui rebondit. Et on demande aux élèves de comparer en fait l'intensité de la force exercée par le kangourou sur la plaque et de la force exercée par la plaque sur le kangourou. Là, en fait, ça va tester une connaissance de mécanique de base, qui est la loi de l'action et de la réaction.
tout élève devrait savoir que l'action de la plaque sur le kangourou est égale à l'action du kangourou sur la plaque, quel que soit le mouvement. En fait, cette question est très... Alors, elle pourrait passer pour très simple, et cette question, beaucoup d'études didactiques montrent qu'en fait, c'est très difficile parce qu'il y a une espèce d'intuition qui est que la plaque exerce une force plus forte sur le kangourou et que c'est ça qui va faire rebondir le kangourou. Donc, c'est une question où en fait il s'agit un peu plus que d'appliquer une formule, mais pas beaucoup plus, qui pourrait paraître d'une charge cognitive assez faible et qui en fait est difficile. Donc ça c'est important aussi, la charge cognitive et le niveau de charge cognitive n'est pas forcément lié à la difficulté de l'exercice. Et puis il y a une deuxième question. Alors je suis désolé, les exemples sont en anglais, mais parce qu'il n'y a pas, comme pour PISA, d'exercices en français qui sont libérés. La deuxième question, c'est une petite boule de polystyrène qui est coincée entre deux plaques d'un condensateur. Elle est en équilibre et il est demandé aux élèves de calculer le champ électrique qui s'exerce entre les deux plaques de ce condensateur, qui est un champ électrique uniforme. Là, c'est une question où, en fait, il faut connaître pas mal de physique, c'est-à-dire il faut connaître l'expression du poids, il faut connaître l'expression de la force électrique, bon, qui n'est pas forcément le point fort des élèves français, ça je ne sais pas. Mais donc il faut connaître ces deux expressions, il faut établir l'égalité, enfin il faut disons, établir tout ce qu'on fait lors d'une procédure classique de résolution d'un problème de mécanique. Il faut injecter la valeur de l'intensité de la pesanteur qui n'est pas donnée dans l'exercice. Hein, G égale 9,8 dans la correction qui est proposée par Teams. Bon, elle se trouve en début du cahier. C'est une valeur que les élèves connaissent normalement, mais ça n'a rien d'évident non plus. Donc on voit qu'il faut faire tout un tas d'opérations, il y a tout un tas de sous-tâches, on pourrait dire, qui sont associées à cette question pour pouvoir y répondre. Donc c'est d'un niveau cognitif plus élevé. Est-ce que ça veut dire que cette question est plus difficile? Alors pour les élèves français, certainement parce que la partie électricité-magnétisme est peu vue. Pour un élève qui a été entraîné à ce type de question, ce n'est pas forcément une question très difficile. On sait les résultats didactiques. En fait, il suffit d'appliquer un certain nombre de recettes classiques pour trouver l'expression du champ. Donc on voit là, évidemment, il y a beaucoup de calculs et on voit, je pense bien, sur ces deux exercices, les différences qui existent entre l'évaluation PISA et l'évaluation de Teams. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Descamps pour ces précisions. Donc on voit bien que lorsqu'on regarde, non pas seulement les items libérés, mais lorsqu'on a la chance d'accéder à l'ensemble des items, on a aussi une autre vision de ces enquêtes. Donc on pourrait peut-être suggérer du coup à l'OCDE d'en libérer davantage, d'en produire et d'en libérer davantage, puisqu'on voit bien que lorsqu'on regarde plus en détail, on a finalement une vision plus claire de ce qui est... J'en profite d'ailleurs pour remercier l'OCDE et l'UEA qui nous ont donné accès en toute transparence à ces items. Donc, je pense que le travail que vous avez réalisé, qui sera disponible dans un rapport, donc tous nos éditeurs pourront aller plus loin, regarder plus en détail évidemment toute l'analyse. On est obligé de passer évidemment assez vite sur ce temps de 2 heures. Mais en tout cas, le travail que vous avez fait me semble très important puisque ça permet de renvoyer aux professionnels de l'éducation ce sur quoi vraiment les élèves sont testés. Et puis, ces différences, elles sont très marquantes à vous écouter, ces différences vraiment de philosophie et d'objectifs entre les deux évaluations. Alors là, d'autant plus que vous avez pris finalement PISA culture scientifique, donc finalement fin de la scolarité obligatoire, je dirais un socle commun décidé de façon internationale, et puis opposé à une évaluation sur les terminales S, où on se rend compte que là, oui, on veut quand même savoir si les gens ont les bonnes connaissances, enfin voilà, puisque normalement une partie se destinerait finalement à des carrières scientifiques. Ça vous a marqué vraiment ces différences? Oui, je pense que c'est important de lever les malentendus parce qu'on dit que ces études évaluent les connaissances en sciences et en fait, elles font des choses très très différentes. Il y a
peut-être que les professeurs se reconnaîtront plus facilement dans une enquête de type Teams, puisque finalement elle évalue un peu ce que le type d'exercice ou des types d'exercices qui sont plus proches de ce qu'ils ont l'habitude de donner à leurs élèves. PISA évalue vraiment la littératie, enfin ce qu'ils appellent la littératie scientifique, c'est-à-dire la capacité d'un citoyen à se débrouiller face à des chiffres, un tableau dans la vie de tous les jours. Voilà. Et ça crée des malentendus, je pense. Il y a une sorte de pas de côté des exercices de PISA par rapport au programme scolaire, et on peut dire que c'est assez normal. Alors il y a des pays qui ont Donc on est dans une logique de socle commun aussi qu'on peut avoir en France, avec toute la difficulté d'installer aussi le socle commun, c'est-à-dire un socle finalement de connaissances, compétences qu'on doit avoir à la sortie de l'enseignement obligatoire. On pourrait dire ça. Je pense que c'est la grande différence. Il y a des questions qui nous sont posées. Alors, sur Teams Advance, le fait que les formats de cursus au lycée, alors Teams Advance en sciences et puis en mathématiques, le fait que les formats de cursus au lycée soient différents selon les pays, est-il une variable à prendre en compte? Alors, oui, de façon évidente. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a que 9 pays qui vont passer cette enquête. Alors, avec justement des structures. Alors, par format de cursus de lycée, j'entends que l'auditeur nous interroge sur le poids, finalement, l'organisation en filière et puis le poids de chacune des filières. On sait que la Terminale S recrute très largement par rapport à des filières plus spécialisées. Un simple exemple, en 1995, pour Teams Advance, la France a présenté 20% des élèves qui étaient en lycée. La Russie en a présenté 2%. On imagine que la comparaison, qui pourtant était en faveur de la France, demandait à être pondérée par ses effectifs. Donc il faut bien et regarder... par ses structures aussi. Nous, on avait 6 heures de maths plus 2 en spécialité, et eux en avaient plus. Oui. Oui, il y a le nombre, il y a le pourcentage d'élèves, il y a le nombre d'heures pour chacune des filières, et puis il y a aussi les programmes qui peuvent différer sensiblement. Autant pour la scolarité obligatoire, il y a une sorte de programme commun. Là, force est de constater que les orientations des programmes françaises peuvent être assez différentes de l'orientation de Teams. Alors ça nous amène justement à une autre question qui est aussi pertinente, puisque même lorsqu'on regarde finalement Teams, on se rend compte que, bon, certes c'est arrimé au programme scolaire, mais ça ne peut pas être arrimé au programme scolaire de chacun des pays, c'est arrimé au programme d'un dénominateur commun de l'ensemble des programmes scolaires. Donc finalement, quand on dit que certaines enquêtes ne tiennent pas compte, enfin en tout cas intègrent des items qui ne seraient pas dans les programmes, ça nous renseigne autant sur l'évaluation que sur les programmes en eux-mêmes, leur pertinence, enfin, pourquoi est-ce qu'on peut être en décalage alors qu'il y a un dénominateur commun de programmes qui vont dans un sens. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous ont marqué alors peut-être en regardant peut-être maths et puis physique. Peut-être moins en maths, mais en physique, effectivement, le fait qu'il y ait pratiquement plus d'électricité et beaucoup moins de choses liées au magnétisme, c'est vrai que ça interroge. Il n'y a plus, on n'enseigne plus en France la loi de Lenz, la loi de Laplace, tout un tas de choses, le champ dans un condensateur, enfin tout un tas de choses qui étaient enseignées auparavant. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des choix assez différents en matière de curriculum scientifique. Alors du coup, on vous interroge sur ce lien entre finalement ces enquêtes et les choix dans les programmes. Alors finalement, dans l'autre sens, un auditeur nous interroge à travers la question suivante: dans quelle mesure ces enquêtes influencent-elles les choix des programmes des pays ? Est-ce que certains pays s'y collent plus que d'autres? Alors ça, c'est une vraie question. Il y a longtemps que les pays regardent ces études pour établir leur curriculum. C'était déjà vrai en 82 avec SIMS, la seconde étude internationale. C'était vrai avec TIMS, la troisième étude internationale. Ça ne s'appelait pas TRENS encore, c'était la troisième. Et dans les gens qui étaient dans les conseils de programme en France, ils regardaient ces résultats. J'en étais un membre et je sais comment ça se passait. Non, je veux dire, tous les pays sont très, très, très influencés. Actuellement, je travaille quand même dans des pays étrangers.
conseillers des gouvernements ou autres, ils regardent tous Teams, même quand ils ne passent pas Teams ou quand ils ne passent pas PISA, ils regardent les deux, parce qu'ils savent bien la différence entre PISA et Teams. Ils regardent les deux. Hein. Dans un pays comme le Maroc, on fait passer Teams et on sait bien ce que ça veut dire, Teams. On le regarde de près, même s'il ne passe pas PISA. Par ailleurs, pour PISA, c'est un des objectifs affichés par l'OCDE, en fait, qui dit clairement que cette évaluation doit être un moyen d'aider les décideurs politiques à faire évoluer leur programme, en fait, ou leur système d'enseignement. Juste un mot, vous verrez dans le rapport, je pense que ça a été laissé, cette partie-là, des remarques qui ont été faites par les gens qui ont fait les derniers programmes de maths français et qui expliquent comment ils ont été sensibilisés par les résultats de PISA en particulier, les résultats de 2012 en maths. Dire, ils les ont pris en compte. Pris en compte, ça ne veut pas dire qu'on s'y colle et qu'on les copie, mais on prend en compte ces résultats. On peut les prendre en compte de manière très différente. En fait, il y a plusieurs, ce que montrent les études, tu me corrigeras, mais il y a plusieurs manières d'avoir de bons résultats à PISA. On peut faire un enseignement très théorique alors que PISA est très contextualisé et pourtant avoir de très bons résultats à PISA. Donc, absolument. Absolument. Alors, une autre question, et ça va nous permettre justement de parler des contenus des enquêtes au-delà des palmarès. Donc, autre question, existe-t-il une étude qui compare les programmes scolaires des pays? Oui. C'est vraiment le point fort de toutes les enquêtes de l'IEA. C'est justement de nous ouvrir aussi à une description des programmes scolaires. Alors, vous verrez dans le rapport du CNESCO l'accès à l'encyclopédie que Teams fait, une encyclopédie qu'elle tient à jour maintenant depuis 20 ans, et qui a des notes par pays sur le curriculum de chaque pays. Alors, ce n'est pas exhaustif, bien sûr, mais ça ouvre des portes pour aller ailleurs. D'un autre côté, il y a un travail de la Commission internationale sur l'enseignement des maths qui fait aussi quelque chose de ce genre-là. Il y a vraiment on a des sources très importantes sur les rapprochements curriculaires, parce qu'en même temps, en ce moment, il y a des rapprochements curriculaires dans le monde, au moins sur les curriculums de maths. Je ne connais pas assez, excuse-moi, sur ceux de physique, je ne connais pas du tout même. Mais en maths, il y a des rapprochements curriculaires évidents qui se font. Sur quoi, par exemple? Par exemple, sur l'introduction des probabilités, les développements, y compris des probabilités inférentielles ou des lois continues en probabilité, qui ne sont pas étudiés par Teams encore, parce qu'il n'y a pas assez de pays qui peuvent répondre à des questions de ce genre, mais ça va dans ce sens-là. Je veux dire, tous les curriculums essayent d'introduire ça. Je connais des pays où les statistiques n'existaient pas, c'était inconnu. Aller dans les pays du centre de l'Asie du centre, au moins, ils ne faisaient pas de statistiques. Timidement, ils rentrent en ce moment. Donc la France a été pionnière et a... Ah non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Alors, qu'en est-il? On a comme... Alors, excuse-moi Nicolas, on a en mathématiques une communauté internationale qui se tient très bien, avec un congrès international tous les 4 ans. On rencontre les Coréens en Germanie, enfin en Allemagne, on rencontre les Allemands au Brésil, on rencontre, etc. Et ça fait quand même 50 ans qu'on se rencontre et qu'on échange. Ce qui arrive en France, c'est pas quelque chose... Alors, on a été très influents, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et on va parler tout à l'heure un tout petit mot sur la didactique française. Aller dans un congrès international, la didactique française, on connaît. Alors que le Math Education américaine, c'est pas tout à fait la même chose. Pardon. Bon, c'était le coup de cocorico. Ouais. Vous avez raison, il faut aussi quand même, de temps en temps, s'auto-congratuler. Bon, écoutez, je propose qu'on passe... Alors, il y a d'autres questions, mais qu'on va en fait traiter au fur et à mesure. Elles sont générales, comment les élèves qui participent aux enquêtes sont choisis. Enfin, il y a un ensemble de questions qu'on va garder pour la fin parce qu'elles sont finalement transversales. Donc on va donner la parole à Antoine Bodin et l'équipé pour qu'il puisse nous présenter. Alors, qu'en est-il en mathématiques? Alors, en mathématiques, excuse-moi. Alors, merci. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut voilà, appuyer sur le petit pointeur. Tu appuies là. Voilà, parfait.
Alors, quittons les sciences, s'il vous plaît. J'y arrive pas. Alors, hop, eh ben, écoute là, non? Ah, on est un petit peu bloqué. C'est pas très grave. C'est les sciences qui nous bloquent, d'habitude. Bon, alors le volet mathématique. On a travaillé sur les mathématiques à 2 au moins, même à 3, on pourrait dire, parce que Jean-François Chenet nous a aussi pas mal aidé. On a travaillé avec Nadine Grappin, qui est professeure de didactique à Paris 7 et à l'ESP de Créteil. Et si je la cite, c'est parce que c'est elle qui a fait l'essentiel de l'étude sur le niveau CM1, parce qu'elle était compétente et spécialiste, ce qui n'est pas forcément mon cas, même si je vais en parler aujourd'hui. Alors, on a choisi de travailler sur les questions. On a travaillé sur deux plans. Le plan des cadres de référence. Qu'est-ce que PISA, qu'est-ce que Teams disent qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils veulent faire? Et sur un autre plan, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Et comment peut-on rapprocher les deux? C'est la question de la validité d'une évaluation. Est-ce que l'évaluation qui est faite, elle évalue bien ce qu'elle prétend évaluer? Qu'on soit d'accord ou pas avec le cadre de référence, c'est presque une autre question pour nous. C'est une autre question en fait. Bon. Et pour faire ça, on a bien sûr les façons qu'ont ces études, ces enquêtes internationales de classer les questions. Cependant, ils les classent pour des raisons édumétriques ou psychométriques, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des choses qui se tiennent bien en termes de dimension. Ils n'ont pas de soucis didactiques a priori. Ce n'est pas leur truc, même s'il y a des gens. Alors, je dis tout de suite une chose, c'est que dans les équipes d'experts qui gèrent les banques de questions de ces deux enquêtes, il y a des gens qui sont connus sur le plan international comme didacticiens ou comme mathématiciens professionnels et qui savent bien ce qu'ils font et qui ne s'intéressent pas forcément aux décisions que les gouvernements vont prendre. Ça, c'est le souci de l'OCDE. Mais eux, ils s'intéressent à la pédagogie. Ils s'intéressent à ce qu'on véhicule dans les enseignements sur les mathématiques, sur les enjeux des mathématiques, etc. Donc ils sont vraiment en prise avec les mathématiques. Alors, ils sont critiqués après, mais c'est un autre problème. On est tous critiqués quelque part. Alors, on a choisi, et alors là, merci encore au CNESCO et à l'ADEP, et à l'IEA, si vous voulez, et à l'OCDE, parce qu'on a pu travailler, et ils auraient peut-être pu nous laisser un peu moins de questions, parce qu'on a quand même travaillé sur toutes les questions de ces 2 études, de ces 3 études, même de ces 4 études, ça dépend où on s'arrête. Et alors, voilà. Et pour faire des comparaisons, pour pouvoir classer et comparer les choses, on a choisi une approche qui n'est pas exactement celle des auteurs de ces enquêtes, je répète, parce que nous, on avait des soucis d'ordre didactique, et eux, ils ont des soucis d'ordre édumétrique. Et ce n'est pas la même chose. Ce qui ne disqualifie pas du tout ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Mais nous sommes rentrés par des outils de l'analyse didactique telle qu'elle a pu être développée en France, dans des recherches en France et aussi au Québec, après tout, et aussi dans d'autres pays, mais que l'on commence à connaître, au moins au niveau de la formation des enseignants, qui sont des outils de classification hiérarchique en termes de complexité. On est capable, avec une approximation possible, il n'y a pas de certitude là-dedans, mais ce n'est pas de l'absolu, ça a beau être scientifique ce qu'on fait, ce n'est pas sans appel. Mais les classifications des énoncés, suivant un certain degré de complexité de l'application simple, et ça, tous les enseignants s'y retrouvent toujours quand on leur parle de ça. Il y a des questions, il suffit de prendre la connaissance, l'appliquer à la situation, puis c'est fini. Il y en a d'autres, si on ne fait pas un certain nombre de détours, si on ne structure pas la situation, on ne peut rien faire. Et bon. Mais quand on veut faire une évaluation qui, par définition, doit regarder des différents niveaux, il faut être capable de classer. Et nous, on l'a fait avec une classification qui est celle de Régis Gras, qui a été travaillée pas mal en didactique des maths. On va en parler un tout petit peu après. Et puis une autre, alors qui est plus récente, due à Aline Robert au départ, encore que récent, 1998, c'est récent pour moi, mais pas pour tout le monde. C'est quand même ce travail sur la mise en
la mise en fonctionnement des connaissances dans les situations. Et ce n'est pas sans rapport avec des observations qui ont été faites non seulement dans les études internationales, mais aussi dans les études nationales, où il ressort, les études de l'ADEME en particulier, qu'en France, plus que dans d'autres pays, les élèves ont des connaissances, mais ils ne sont pas capables de les mobiliser dans les situations, j'allais dire, qui ne les appellent pas. Si on ne leur dit pas, voilà, tu as un problème, utilise le théorème de machin, de Pythagore ou autre, pour résoudre ce problème, il y a un détour à faire qu'ils ne sont pas habitués à faire. Et ça, c'est frappant, et il n'y a pas que les études internationales qui montrent des choses comme ça, hein. Les études nationales le montrent aussi. Mais voilà, donc là, dans cette classification-là, on regarde la façon dont les connaissances interviennent dans les situations, ou peuvent intervenir dans les situations. Alors, il paraît qu'on... Alors, voyons, on commence par Teams du niveau CM1. Alors, c'est quand même une grande première en France, parce que même s'il y a eu des études, Teams 95, par exemple, a été passé en 4e en France et en terminale, mais c'est la première fois qu'il y a une étude au niveau de l'école primaire. Et moi, je ne connais pas les résultats, mais je pense que ça va être intéressant de regarder, parce qu'effectivement, au niveau de l'école primaire, les curriculums peuvent être très différents selon les pays. Bien sûr, les objets sont les mêmes. Une fraction, c'est une fraction. Au Japon, une fraction, c'est une fraction. Mais l'enfant de 8 ans, de 7 ans, de 6 ans, il va vous identifier tout de suite le 1,5 avec le cercle coupé en deux, et le 1/4, cercle coupé en 4. Et donc, ils vont travailler sur des représentations des fractions sur lesquelles ils peuvent travailler dès 7 ou 8 ans. Alors, je ne sais pas en France où ça en est, mais je sais qu'il y a une difficulté, parce que c'est vrai que les curriculums français, depuis très longtemps, sauf erreur, on peut m'interrompre là, mais sont plus axés sur l'utilisation de la numération décimale. Après les travaux de Lebesgue en particulier, on a pensé en France que les fractions, c'était qu'on n'en avait plus besoin. Dans d'autres pays, les fractions sont omniprésentes très tôt. Je dis ça parce que nos élèves, on voit des difficultés sur des choses de ce genre-là. Les fractions, je vais vous dire un autre truc tout à l'heure où je le dis tout de suite, il y a une dizaine de questions dans ce qu'on a pu voir, pas au niveau CM1, mais au niveau 15 ans, qui sont dues au fait tout simplement que les élèves ne savent pas calculer le périmètre d'un cercle ou l'aire d'un disque. C'est plus tellement dans nos pratiques, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il suffit. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ces deux questions, elles sont exemplaires de l'opposé de ce que PISA fait. C'est exactement le contraire. Teams veut savoir si les élèves savent faire une multiplication. Il pose une multiplication. C'est tellement plus simple que de mettre un habillage autour avec 3 pages à lire pour arriver à la multiplication. Il pose la question et il regarde. Ils veulent savoir si les élèves savent se représenter des fractions et les comparer. Il pose la question. Il se trouve que dans 80% des pays, ça ne pose pas de problème. Dans quelques-uns, ça en pose. Pour de bonnes raisons, peut-être. Ce n'est pas le problème. Là, je n'ai pas vraiment travaillé ces questions. On me les a mises à la dernière minute, mais elles sont super parce que c'est 3 questions qui illustrent aussi très bien les façons dont Teams et donc une certaine culture anglo-saxonne de l'enseignement des mathématiques se représente la formation à l'école élémentaire. Le premier, il est classique, il peut être posé en France de la même façon qu'aux États-Unis, par exemple. Le second, il se trouve dans tous les manuels français, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, mais il n'est pas posé en évaluation. C'est le schéma, si je dis le schéma des patterns, ça va être bizarre parce qu'on traduit pattern par schéma très souvent, mais ce n'est pas pareil. Les schémas en France, et le pattern, il n'y a pas de mot en français pour dire pattern, hein. Des régularités, mais il y a des patterns en algèbre, il y a des patterns en géométrie, il y a des patterns en probabilité, il y a des patterns en sociologie, je suis sûr. Je parle sous le regard d'une spécialiste, alors je me méfie. Mais je veux dire, ce mot-là, il traduit tout un ensemble de pratiques qui sont présentes dans les classes depuis la maternelle, dans beaucoup de pays. Et on va certainement répondre, en France aussi, ça vient.
J'ai une petite fille qui était, elle avait des patterns, elle est venue un jour avec des algorithmes aussi, et j'ai trouvé que ça allait un peu vite, mais n'empêche qu'il y a des choses qui bougent là. Bon, mais je veux dire, ce petit schéma, figure 1, figure 2, figure 3, et trouve ce qui va se passer à la figure 5, c'est partout, dans tous les pays du monde, y compris en France, de cette façon, à ma connaissance, je peux me tromper, mais ce que dit Nadine, alors là je prends plutôt ce que dit Nadine là-dessus, c'est peut-être présent dans les manuels, c'est peut-être présent dans les classes, mais on n'a pas l'habitude d'évaluer là-dessus. Parce que c'est en progression, parce que c'est en travail, parce que ça se construit. Hein. Et donc là, on peut tenir compte de ça. Alors, la dernière petite question, 3 plus 8 égale plus 6, question à trous, c'est du préalgèbre qui va se traiter dans beaucoup de pays très très tôt. Et très très tôt avec des symboles. Si vous voulez savoir, si vous voulez comprendre les différences peut-être entre les résultats des Coréens et les nôtres, alors je ne dis pas qu'ils ont raison, ça n'a rien à voir. Je veux dire, ils ont l'habitude d'être dans un bain où le symbolisme algébrique est là très tôt. Ça ne veut pas dire qu'après ils en font mieux, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Voilà, alors là on était dans les questions classiques, celle-là aussi elle est classique, mais ce que dit aussi Nadine, c'est effectivement les élèves vont trouver des situations comme ça dans les bouquins, mais pas en évaluation. Et si vous prenez cette question de l'échange des cartes, je pense que tous ceux qui enseignent à l'école primaire, et même en 6e, ont vu des choses de ce genre-là. Et voilà, vous avez des cartes, vous échangez des cartes d'animaux contre des cartes de cartoons, des cartoons contre des cartes de sport. Et il y a 3 ou 4 questions de complexité croissante. Parce qu'à la fin, il faut passer du sport, la dernière question, il faut passer du sport aux animaux pour retomber sur les cartoons. Donc cette chaîne qu'il faut faire avec un intermédiaire en passant par une situation intermédiaire nous amène pour les niveaux de mise en fonctionnement des connaissances à un niveau assez élevé, à une complexité assez élevée. Et d'après Nadine aussi, là je préfère la citer parce que moi, encore une fois, je n'ai pas œuvré à ce niveau-là, mais c'est un niveau de complexité élevé pour les élèves de CM1. Voilà. Alors, l'un des pièges qu'on a et que dénoncent les didacticiens, d'une certaine façon, comme Nadine, mais comme moi aussi, c'est que très, très souvent, les gens qui regardent les questions, ils disent « bof, c'est tellement facile, comment se fait-il que ?» Il faut rentrer dans les questions pour voir que souvent, ce n'était pas si... Alors, je ne parle pas de facilité, mais je parle de complexité. Hein, parce que la facilité, elle se mesure par le taux de réponse des gens, alors que la complexité, on étudie la structure de la situation. Et quand on fait une analyse a priori, et ça les enseignants le savent bien aussi, quand on démonte un peu la stratégie de résolution d'une situation, on s'aperçoit que c'était moins facile que ce qui apparaissait à première vue comme évident à quelqu'un qui est un adulte, qui voit les choses à ce niveau-là, etc. Bon. Alors, ce que dit Nadine, là je prends exactement ce qu'elle dit parce que je n'aurais pas su exactement ça. Il y a des questions qui ne relèvent pas toutes du programme de CM1, ou même d'avant, des exercices sur les fractions, sur la lecture, sur le préalgèbre, et qui sont habituellement placés en France dans un contexte d'apprentissage et non d'évaluation. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra retenir quand on examinera un peu les résultats. Et elle nous avait mis 2 diapos ici qui montrent comment dans les manuels français de CM1, on trouve des questions du même type, et que ces questions du même type, elles sont là pour activer l'élève dans une recherche, mais pas dans un test. Là, on a fait la répartition des questions de Teams. Alors, bon, je disais tout à l'heure, on a étudié toutes les questions. Teams, 4e, il y a 171 questions. Donc les 171 questions sont repérées ici. Et vous voyez que sur les 171, ce qui est en ordonnée, ce n'est pas des pourcentages, c'est des nombres de questions. Il y a 90 sur 171, il y a une centaine de questions qui sont, qui se rencontrent obligatoirement dans la classe de CM1, c'est au programme, disons. Il y en a une partie qui sont rencontrées avant, mais il y a aussi toute une partie qui ne sont rencontrées qu'après, au CM2 ou même en 6e. Bon, c'est quand même une information aussi qui est intéressante d'avoir. Et il y a la répartition aussi, géométrie. Vous voyez qu'à l'école, enfin qu'au niveau du CM1, ça c'est assez classique, il y a beaucoup plus de questions sur le domaine nombre et calcul que sur les autres domaines.
j'arrive tout de suite à Teams Advanced. Alors, c'est aussi une stratégie qu'a utilisée nos amis organisateurs ici, d'avoir mis Teams avant PISA, parce que voilà, c'est nouveau, etc. Mais il y a des choses qui s'expliquent par rapport à PISA, comme on n'a pas vu encore PISA, c'est embêtant. Mais Teams Advanced, c'est pour les élèves, enfin je veux dire, ça vient du fait qu'on veut voir ce que les élèves, je vais dire, ont dans le ventre avant d'attaquer des études scientifiques. Quand on y pense aux États-Unis, c'est pour les études d'ingénieurs, c'est pour les études vraiment de sciences ou de mathématiques, etc. Et donc, c'est vraiment, oui, les savoirs que l'on considère comme nécessaires pour des études de ce genre-là. Et là, il y a une certaine unité dans le monde, c'est-à-dire que vous allez voir, enfin vous n'allez pas voir, vous allez voir que quelques questions, mais les questions qui sont posées sont des questions qu'on rencontre finalement partout, sous une forme plus ou moins déguisée, plus ou moins habillée. Et c'est vrai que les élèves peuvent avoir du mal quand l'habillage change, quand le contexte change. Hein. Mais les questions de Teams Advanced n'étonneront en tout cas pas les profs, enfin les gens qui ont fait des maths, ça ne les étonne pas de voir ces questions. S'ils sont profs de terminale, ça les étonne parfois parce qu'ils disent oui, mais moi je n'ai pas vu ça avec mes élèves, mais c'est pas au programme, etc. Mais je veux dire, on s'y retrouve. Teams étudie des questions de mathématiques, mais plus sur le plan technique que voilà, il n'y a pas de démonstration non plus dans Teams. Il y a pratiquement dans PISA, il n'y a pas de démonstration, mais dans Teams non plus. C'est-à-dire le mathématicien ne s'y retrouve pas toujours parce qu'il dit mais oui, mais où sont les démonstrations? Ben oui, elles ne sont pas toujours là. Alors, Teams, lui, c'est pour ça que je disais PISA, j'aurai d'autres mots tout à l'heure, mais Teams, il évalue en fait des knowledge and skills. Je préfère le dire en anglais, pourquoi? Parce que skills pour Teams, ce n'est pas les compétences, c'est les savoir-faire. C'est les anciennes, il y a 50 ans qu'on parle de skills et ils n'ont pas changé leur façon de parler. C'est toujours les skills, ils ne parlent jamais de compétences. Teams ne parle jamais de littératie, ils parlent de numeracy. Donc ils n'ont pas du tout la même approche sur les maths. Hein. Excuse-moi Nicolas, je parle des maths seulement. Ça serait donner des exemples. Là. Les skills, ce serait quoi précisément? C'est de mathématiques en terminale. C'est les savoirs. On va en trouver. Pour que ce soit très clair pour appliquer nos le théorème de Pythagore dans une situation, dériver une fonction, trouver le maximum d'une fonction, intégrer une fonction sur un intervalle, tout ça c'est les savoir-faire. Alors que les compétences de PISA, qui se moquent pas mal de savoir si on sait intégrer une fonction entre A et B, il va mettre la situation dans une entreprise où il y a des produits qui sortent et où à la fin, pour arriver à répondre à une question, il va falloir introduire une intégrale. Là, on va être au niveau des compétences et non pas des savoir-faire. Donc, non, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette différence-là. Je pense que personne, excuse-moi, un prof de maths ne se trompe pas là-dessus. Il voit bien la différence entre un savoir-faire et une compétence, d'ailleurs qu'il a tendance à avoir du mal à accepter parce qu'elles sont tellement difficiles à définir, ces compétences, qu'on a toujours l'impression d'être dans un flou très difficile à dépasser. Et ce n'est pas le cas quand on dit les élèves en terminale scientifique, ils doivent savoir intégrer une fonction continue sur un intervalle AB avec B supérieur à A. Tâche technique, ça embête personne. Ça n'embête pas le prof de maths. L'élève, il peut s'embêter si la fonction est un peu complexe. Mais pas le prof. Bon. Alors que les questions de PISA, c'est le prof qui est embêté avec le questionnement, alors que l'élève, des fois, il se débrouille à peu près. C'est autre chose. Bon. Alors, les questions, donc, portent sur les connaissances et les savoir-faire. Et chez Teams, les habillages sont réduits au minimum. On n'habille pas les questions par Florence a 5 ans, Isabelle en a 8, ils vont tous les deux au supermarché. L'une des caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas de données inutiles. Il n'y a pas de données inutiles. Alors que PISA, la caractéristique, c'est qu'il y a toujours des données inutiles et des distracteurs, comme dans la vie. Il a raison, PISA, dans la mesure où il veut évaluer par rapport à la vie. Là, je regarde la rue Babillon, c'est super. Non, c'est bon, Saint-Germain, le boulevard Saint-Germain, il y a plein de choses qui se passent. Si je veux, les gens qui aiment les maths, ils disent qu'il y a des mathématiques partout. Donc je regarde le boulevard Saint-Germain, ça y est, j'ai trouvé 2 ou 3 patterns en face, il y a des choses super, mais il faut les extraire du réel.
Avec Teams, non. Les maths sont là. Donc, ce qu'on a observé, c'est que dans Teams, il y a des niveaux de complexité assez élevés. Alors bon, l'idée qu'il y a, effectivement, si les personnes qui écoutent et qui liront le rapport veulent s'informer vraiment sur les questionnements de Teams et de PISA, pour Teams, il y a 41% des questions qui sont passées dans les enquêtes sont libérées et on peut les utiliser. Voilà. On peut les utiliser. Non, si on les utilise dans certains cas, il faut demander l'autorisation, mais si on les utilise dans sa classe, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Ce n'est pas le cas dans PISA, qui en libère peu, on en reparlera peut-être. Alors, je n'ai pas de statistiques dans Teams, j'ai déjà dit, ni de probabilité. J'ai dû le dire, ça, mais il n'y a pas de statistiques de probabilité parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pays qui étaient prêts à se lancer dans cette partie-là. Ce qui va être aussi quelque chose d'important à regarder quand les résultats vont sortir, parce qu'il y a quand même peut-être 30% du temps de nos élèves en terminale S qui sont pris par les statistiques et les probabilités à un très bon niveau, très haut niveau. Enfin, voilà, le curriculum, il est exigeant. Et quand il n'y en a pas ailleurs, ça change tout. Voilà un type d'exercice de Teams pour montrer un peu que c'est des savoir-faire, mais ce n'est pas forcément des savoir-faire techniques bêtes et immédiates. Cette question, si on prend mes niveaux de complexité, cette question va être considérée comme complexe, elle va supposer un certain détour. Vous voyez, et puis elle va supposer une décision. L'élève doit prendre une décision par rapport à la situation. Sophie étudie la représentation graphique de la fonction, définie par f de x égale x plus cosinus x. On lui donne la courbe. Ah zut, moi je savais tracer la courbe. Ben non, on s'en fout, tu sais tracer la courbe, c'est pas le problème. Est-ce que tu peux comprendre ce que ça veut dire ? Elle dit, Sophie, cette charmante Sophie, vous dit que la pente de la tangente au point A est la même que la pente de la tangente au point B. Expliquez pourquoi elle a raison. Vous imaginez l'élève de terminale S, pourquoi elle a raison. Alors moi j'ai demandé ça quand même à quelqu'un qui avait fait un peu de maths, qui avait même une thèse quelque part, mais pas en maths quand même, c'était dans une discipline voisine, c'était pas la physique non plus, excuse-moi Nicolas, et qui me disait, il suffit qu'elle trace les droites et qu'elle compare si elles sont parallèles ou pas. Ah non, c'est pas ça qu'on attend, bien sûr. À ce niveau-là scientifique, on attend que l'élève fasse tout de suite le lien avec la dérivée. Donc si on reprend les niveaux de mise en fonctionnement dont je parlais tout à l'heure, on est au niveau 3, qui suppose un grand détour. 5 minutes, bon, ça va. Voilà, on me fait taire, mais ils ont raison. Alors, je veux dire, ça, c'est typique. Mais c'est aussi typique, d'une certaine façon, de l'esprit de PISA, maintenant. C'est-à-dire que dans une situation plus habillée, j'allais dire, l'élève, il doit pouvoir prendre des décisions. Et il doit pouvoir montrer pourquoi il décide A plutôt que B. Ce n'est pas la démonstration au sens du mathématicien habituel. C'est autre chose. Voilà, une deuxième question, mais ça tout le monde va la reconnaître, c'est une intégration d'une fonction sur un intervalle, et il se trouve que la fonction est négative sur une partie de l'intervalle, et tous les profs de maths qui écoutent, ou ceux qui ont fait un peu de maths jusqu'au niveau terminal, peuvent se souvenir que les R, quand elles sont au-dessus de l'axe des X, elles sont positives, mais quand elles sont en dessous de l'axe des X, quand on intègre, ça donne un nombre négatif. Et donc là, ce n'est pas une addition qu'il faut faire, c'est une soustraction quelque part. Et cette question avait été posée en 1995 et elle n'avait pas été très bien réussie en France. Ça va être intéressant de voir comment elle sera réussie cette année. Voilà une autre question, mais ça, tous les enseignants qui ont enseigné en seconde la connaissent bien. Il faut modéliser pour trouver le cylindre là, pour qu'il ait le volume maximum, sachant que le périmètre de la section par un plan passant par le diamètre, par un diamètre, pour que ce soit le volume maximum. Donc tout le monde imagine bien qu'il faut mettre en équation, qu'il y a tout un travail à faire, et qu'il faut trouver un extrémum quelque part, et que c'est pas... Ça peut se faire en seconde. Une fonction du second degré, c'est pas très difficile, mais il n'y a rien, on ne dit pas. Vous voyez la question, elle vous est livrée brute de chauffe. Si vous n'avez pas la possibilité de la modéliser vous-même, ça ne marchera pas. Alors on court vite sur la littératie. Alors ça, c'est PISA. On passe à alors, il y a des mots-clés chez PISA, c'est compétences, c'est literacy, et c'est quoi le troisième? Je l'oublie, mais je vais le retrouver. Et c'est le cycle de modélisation qui est là. Bon. Alors, cycle de modélisation. Dans l'esprit de PISA,
une situation problème, c'est quelque chose qui se génère à partir d'un contexte, d'une situation contextualisée, c'est-à-dire on va vous parler de l'organisation d'une banque, ou d'une usine, d'une ville, etc. Il va falloir rentrer là-dedans et formuler, on va passer par une formulation, ça veut dire extraire ce qu'on va pouvoir dire de maths, enfin ce qui va avoir un rapport avec les maths là-dedans, pour répondre quand même à une question. Donc il y a tout un scénario qui théoriquement se met en place, c'est ce qu'ils appellent le cycle de modélisation, dans laquelle il y a une partie qu'avant on appelait plutôt la mathématisation qui correspond à formuler. Après, il faut employer les mathématiques pour résoudre. Et c'est vrai qu'avec PISA, les mathématiques qu'on utilise sont en général assez loin des mathématiques que les élèves rencontrent à 16 ans. Parce que tout à l'heure, on parlait de 15 ans. Moi, je préfère parler de 16 ans, puisque la moyenne d'âge des élèves qui passent PISA, c'est 15 ans, 8 mois. Et ils sont à 65% en seconde. Donc, ils sont loin des connaissances du collège, déjà. C'est un gros problème. Donc, après, il y a cette partie employer les maths et puis après les interpréter, c'est-à-dire revenir à la réalité pour voir si on a trouvé un chiffre d'affaires négatif, il faut peut-être savoir ce que ça veut dire et pas le mettre en positif dans le bilan, etc., quoi. Et puis, évaluer la qualité de la réponse. Donc, c'est ce cycle-là. Maintenant, il y a quand même beaucoup de travaux autour des IREM en particulier, avec des équipes de profs, d'élèves qui travaillent à la modélisation. Ça, c'est un thème qui est récurrent. Il y a des projets de la Commission européenne là-dessus. Enfin, il y a plein de choses sur la modélisation. Le problème, c'est que souvent, on l'apprend plutôt au niveau lycée qu'au niveau collège, mais on le prend au niveau collège aussi. Bon, ça rentre, les collègues qui peuvent écouter, ils savent que ça a un rapport à ce qu'on appelle maintenant la démarche d'investigation. Dans cette démarche d'investigation, on part du concret pour revenir au concret en passant par un travail mathématique. Mais si j'avais le temps, je vous raconterais quand même que j'ai regardé mes bouquins de 1950, de 1960 et des enseignements qu'on faisait dans les collèges. Et quand un enseignant introduisait au problème d'algèbre, c'était exactement ça qu'il racontait à ses élèves. Donc prenez votre Le Bossé-Emery de 1962, vous allez retrouver ça dit autrement, 1, 2, 3, 4, les différentes étapes de la résolution d'un problème. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses nouvelles sous le soleil. Voilà, ça c'est très intéressant parce que, enfin pour moi, excusez-moi, j'espère pour vous ça va être intéressant aussi, mais ça illustre bien le fait que pour une petite question où à la fin il faut calculer une vitesse de vent avec une augmentation de 20% de cette vitesse sur des nombres entiers de moins de 100, c'est tout ce qu'il faut faire, eh bien il faut lire tout ça et comprendre tout ça. PISA se caractérise, mais c'est normal, ils sont restés quand même très liés à l'idée de la littératie. Partir du... Alors maintenant, on ne devrait pas parler du texte, ou en tout cas quand ils parlent du texte écrit, c'est tous les types de textes. Il faudrait plutôt faire de la sémiologie pour s'y retrouver. Hein. C'est tous les types de textes, c'est tous les types de messages. Et on est bien au niveau de la littératie. C'est vrai que dans la simple note... Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont crier si je dis ça, mais quand on regarde une notice technique aujourd'hui, pour arriver à savoir sur quel bouton il faut appuyer, c'est bien sur des textes comme ça qu'il faut se pencher. Hein. Donc, la littératie, c'est pour tout le monde, et tout le monde a besoin de savoir lire la notice d'une machine à laver. C'est peut-être pas très scientifique, mais c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a des questions quand même plus mathématiques. Celle-là, elle ressemble à ce qu'on peut trouver dans les classes, en classe de 3e, etc. Parce que finalement, il suffit de connaître le théorème de Pythagore, ou même il suffit de savoir ce que tout le monde savait il n'y a pas tellement longtemps, que la diagonale d'un carré, c'est a racine de 2. Mais... Ah, monsieur... Bon. Non, mais je veux dire, ils ont quand même mis la moitié d'un carré comme triangle rectangle. Ils n'ont pas mis n'importe quoi. Ce serait beaucoup plus compliqué si on avait des côtés de longueur différentes. Alors, cette question est beau. Combien de minutes il me reste, m'avait dit? Ah ben alors. À 2 maintenant. Bon. Alors, cette question est moi, bon, elle est très intéressante. C'est vrai qu'elle ressemble à ce qu'on trouve dans la vie aussi. Le problème, c'est que pour arriver à la résolution mathématique, il faut être bon en technologie d'abord. Parce que cette technique, c'est une porte à tambour qui tourne. En plus, l'évaluation de PISA est internationale.
moi, je connais des pays où les portes à tambour, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Bon. Donc, une porte à tambour, qu'est-ce que c'est? Et même à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, j'ai jamais vu de porte à tambour non plus. Hein. Bon. Une porte à tambour, il faut comprendre le mécanisme. Des secteurs circulaires qui tournent, des secteurs en fait, et non pas des sections comme ils ont traduit. Alors ça, j'ai pas le temps, mais il y a une chose quand même, si des gens veulent regarder toutes ces questions, quand ça va pas, demandez-vous si les traductions ont été bien faites, parce que quand même, il y a beaucoup de traductions qui laissent à désirer. Donc, là, bon, finalement, combien mesure en degrés l'angle formé par deux vantaux de la porte? 360 divisé par 3, ça ne pose pas de problème à grand monde. Mais il n'y a jamais que 55% des élèves français qui réussissent. Et dans tous les pays, il y a à peu près le même nombre, un peu plus, mais pas, ou un peu moins. C'est pas... Alors, celle-là est plus intéressante, mais on n'a pas le temps de la regarder vraiment. Mais vous voyez le petit schéma, là? L'air, il passe, là. Et on ne veut pas que les gens attrapent des courants d'air quand ils sont dans un des compartiments. Alors, que faut-il faire pour qu'ils n'attrapent pas froid? Eh bien, il faut refermer un peu l'arc que vous voyez, mais il faut savoir combien il va rester sur les pointillés. Et comme c'est symétrique, nous, on voit tout de suite. Droite-gauche, on coupe en deux, il reste un tiers, et puis, donc, ça fera la moitié de 180 degrés. Donc, mais pour un élève, c'est pas évident. Il faut qu'il ait compris cette histoire-là. Mais la première fois que j'ai fait le problème, je vous assure que dans ma tête, j'ai tourné les vantaux pour voir comment ça pouvait s'organiser. Alors, c'est une question. Elle était réussie en France parce que là, on avait la chance. Ces questions ont été posées en 2012. C'est l'avance qu'on avait pour travailler, c'est qu'on avait toutes les questions, tous les résultats de 2012. Et les questions de 2015, c'est des questions qui ont été reprises de 2012. Il n'y a pas de nouvelles questions en 2015 en maths. Donc on avait quand même cette confortabilité, j'allais dire, de travailler sur des questions connues. Alors là, celles qu'on publie, bien sûr, c'est des questions qui ont été libérées entre-temps. Mais celle-là a été utilisée en 2015. Et en France, elle a été réussie par 3% des élèves. Ah, mon Dieu, qu'ils sont nuls, nos petits Français. Mais en Finlande, ça a été réussi par 6%. Un peu moins de 6%. Ça veut quand même dire qu'il y a des difficultés quelque part. Et les Japonais qui sont si bons, ils ont réussi, je crois, à 8%. Donc c'est une question qui a posé des problèmes, comme souvent d'ailleurs. Quand on voit les échelles, on dit « Ah, ils sont bons ». Mais quand on regarde dans le détail des questions, oui, les Japonais réussissent mieux que les Français certaines questions, pas toutes d'ailleurs. Mais souvent, en termes de pourcentage, les écarts ne sont pas si grands qu'on veut bien le croire. Hein. Et en tout cas, cette question, qui est une question très difficile, on parlait des échelles, elle monte au niveau 6, bien entendu, de la classification. Et je vous dis, en France, seulement 3% des élèves. On peut s'interroger, mais voilà. Et alors, je ne reviens pas sur mes classifications, mais on l'a mise au niveau D en termes de complexité, on l'a mise au niveau maximum en termes de mise en fonctionnement des connaissances. Mais bon. Alors, il paraît que vous pouvez poser des questions. C'est bien. Merci à tous les deux pour vos apports et vos analyses, justement, de ces items extrêmement précis. Alors, on est interpellé à travers plusieurs questions sur ces fameux effets palmarès et la légitimité à créer des palmarès. Je pense que on l'a chacun finalement évoqué à un moment ou à un autre des exposés. Alors, c'est des questions finalement assez différentes. Que je vais donner et puis chacun verra comment y répondre. Alors, première question qui dit il semble que les évaluations rendant compte d'autre chose que ce que la didactique ou les programmes visent, pourquoi établir un palmarès? Autre question, en même temps, il reste toujours dans ces études des effets comparatifs avec les autres pays de l'OCDE. Voilà, il y a donc bien un effet palmarès. Alors, je vais vous donner évidemment la parole sur ces effets palmarès. Je suis moi-même intervenue très très vite sur ce point-là. Et je crois que c'est vraiment un point qui est central dans ces enquêtes. On voit le travail minutieux que vous avez fait, on voit finalement ce qu'on peut en tirer. Et souvent, il y a un décrochage dans l'information qui arrive dans le débat public.
souvent résumer à ces palmarès, parce que finalement, c'est ce sur quoi on communique le plus simplement dans les médias. Alors, le CNESCO insiste sur le fait qu'évidemment, il faut faire attention à ces informations qui sont réduites à des palmarès. Alors, à mon avis, pour plusieurs raisons. Et on verra évidemment si vous partagez ces éléments. Tout d'abord, on a souvent des présentations de rangs de pays, puisqu'on a des médias qui s'emparent des palmarès en disant il y a tel pays qui est au rang 18, l'autre au rang 19, etc. Donc on va insister à travers le travail qui est fait pour ce rapport sur le fait que finalement il peut y avoir des pays très proches en termes de rang qui ne sont pas dans des situations statistiquement différentes, pour la bonne et simple raison que ces études fonctionnent à travers des échantillons représentatifs d'élèves. Et donc, comme toute étude qui travaille à travers des échantillons représentatifs et qui ne travaille pas sur l'ensemble de la population d'élèves, on a bien des marges d'erreur qui sont liées à ces études statistiques. Donc, attention, il n'y a pas des rangs de pays, mais il y a bien des plages. Il y a des plages, finalement, de pays qui ont des résultats que l'on peut dire communs. Donc, attention à, finalement, ces histoires de rangs. Ce qui a aussi attiré mon attention lorsque j'ai regardé les derniers résultats en culture scientifique, c'est finalement, et là aussi il faut être vigilant, attention aux palmarès qui sont unidimensionnels. On va avoir tel résultat en culture scientifique, mais si on regarde plus dans le détail, on se rend compte, et là j'aimerais bien avoir le retour aussi de Nicolas Descamps, on se rend compte que lorsqu'on regarde finalement les résultats de PISA 2012 en culture scientifique, et puis on avait ce résultat déjà en 2006 quand c'était la majeure, on a bien un décrochage entre les capacités des élèves à mobiliser des connaissances, qui sont avec des scores inférieurs à la moyenne de l'OCDE, et au contraire, vous nous avez parlé de ces compétences procédurales, de ces compétences épistémiques. Dès lors qu'on leur demande en fait finalement à se mobiliser et à être en réflexion sur la science, là au contraire, on a des élèves français qui réussissent au-delà de la moyenne de l'OCDE. Donc finalement, quand on a une échelle moyenne culture scientifique, on est sur la moyenne de l'OCDE, mais finalement, ça vaut quand même vraiment le coup. Il faut travailler, regarder dans le détail, parce qu'on a des résultats qui sont quand même très différents. Difficulté à mobiliser des connaissances dans ces situations de la vie quotidienne, et au contraire, la démarche scientifique qui semble davantage assimilée. Est-ce que ça fait lien avec certaines analyses, ça fait écho avec certaines analyses? Pour ce rapport, on n'a pas du tout regardé les résultats des anciennes études. En plus, elles vont probablement être assez difficiles à comparer aux résultats de 2015, puisque le fait qu'on passe d'un environnement papier à un environnement informatisé change beaucoup les choses. Bon, il y a tout un tas de questions nouvelles sur les simulateurs qui n'existaient pas. Donc ça va poser des problèmes de comparaison avec les études antérieures, ça c'est sûr. Sur le fait que regarder juste un palmarès, c'est un peu dangereux, je pense qu'on l'a bien montré, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand on regarde une note globale? En fait, on additionne des pommes et des poires, enfin, ce qu'on apprend à l'école primaire à ne pas faire, c'est-à-dire qu'on additionne des points qui sont obtenus effectivement pour les connaissances scientifiques, à des points qui sont obtenus pour les connaissances procédurales, et puis on peut être bon d'un côté, mauvais de l'autre, et du coup on a une moyenne qui ne veut rien dire. Quand on fait une moyenne sur deux choses qui relèvent qui ont le même statut, ça peut avoir du sens là. Bon. Et puis pour Teams, c'est d'ailleurs aussi à peu près pareil. Il y a un point que je n'ai pas du tout évoqué. Si je me souviens bien, dans Teams, les QCM sont tous comptés pour 1 point, et les questions ouvertes sont comptées pour 1 ou 2 points. Et ça pose question, en fait, notamment aux didacticiens, puisque dans l'exemple que j'ai montré, un QCM peut fort bien être beaucoup plus difficile qu'une question ouverte. Donc compter automatiquement plus de points ou au moins autant à une question ouverte qu'un QCM, bon, c'est discutable, et du coup, effectivement, un palmarès qui va donner juste la note moyenne est critiquable. Sur les résultats dont vous faites mention, sur le fait que les connaissances sont
les connaissances scientifiques, les élèves français ont des difficultés à les mobiliser dans les situations de la vie courante. Bon, ben ça, c'est un peu ce que j'évoquais, c'est que selon le contexte, ça peut être beaucoup plus difficile de répondre à telle ou telle question scientifique. Il y a un exemple déjà très ancien en didactique qui est connu sur cette question, sur la question du changement de référentiel. En fait, c'est quelque chose qui s'apprend en seconde. Selon le référentiel dans lequel on se trouve, le mouvement d'un objet n'est pas le même. Et il y a des didacticiens, il y a très longtemps, qui se sont amusés à poser des questions sur cette question du changement de référentiel à propos de deux parachutistes qui tombent à des vitesses différentes. Et on demandait si la distance parcourue par des clés qui tombaient du premier parachutiste sur le deuxième était la même dans les référentiels des deux parachutistes. Et la plupart des élèves se trompent sur cette question. Maintenant, si on pose une question dans un autre contexte, mais qui en fait est exactement du point de vue scientifique la même question, et on demande à des élèves si quelqu'un qui monte dans un train à Paris et descend à Bordeaux parcourt la même distance dans le référentiel du train et dans le référentiel terrestre, là, les élèves ne se trompent pas. Ils savent bien que dans le train, il a parcouru 0 et que sur Terre, il a parcouru 600 km. Alors que dans cet autre contexte un peu différent, auquel il n'est pas habitué des deux parachutistes, il se trompe. Donc c'est difficile en fait d'évaluer une connaissance scientifique, et ça on le sait depuis longtemps, et la seule manière de faire proprement ça, c'est de varier au plus possible les contextes et de vérifier que l'élève est capable d'appliquer sa connaissance dans tous les contextes. Voilà. Évidemment, c'est difficile parce que ça veut dire que pour une seule connaissance, il y a énormément d'items, et ça, PISA ne le fait pas, mais c'est presque impossible à faire en fait. PISA le fait pour les connaissances procédurales et épistémiques parce qu'il y a probablement moins de connaissances, donc savoir si une procédure relève du champ scientifique ou pas, elle peut le tester en biologie, en physique, etc. Sur une connaissance scientifique de physique pure, c'est plus difficile. Voilà. Alors Antoine Bodin, sur les effets palmarès, et est-ce qu'on ne peut finalement rien dire? La question est un peu ambiguë sur les évaluations. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose parce que ça ne correspond pas aux attendus de la didactique ni au programme scolaire? Là, je pense qu'on a été très clair en disant il y a des évaluations qui collent au programme scolaire et il y a des évaluations qui collent aussi à l'équivalent d'un socle commun, et ces évaluations sont légitimes. Je prendrais volontiers l'analogie du thermomètre. On a besoin de connaître la température et on a aussi besoin de gens qui interprètent après. Et la température, elle renseigne bien quand même sur des différences, choses comme ça. Je veux dire, quand PISA nous dit que les écarts entre les plus faibles et les plus forts s'accroissent en France de façon dramatique, ils savent ce que ça veut dire, et on sait ce que ça veut dire, nous aussi, je veux dire, tout le monde le sait en France. Donc, je veux dire, ils observent des choses qui ont un sens. Ils ne rentrent pas dans le détail, pas plus que l'infirmière qui prend votre température tous les jours et qui en rend compte au médecin, n'a le diagnostic, n'a même l'explication, etc. Je ne dis pas que les diagnosticiens ont l'explication non plus et le diagnostic, mais on n'est pas au même niveau, on n'est pas dans les mêmes registres d'explication. Et les thermomètres sont indispensables. Après, ça dépend ce que les gens en font, s'ils les prennent un peu bêtement et si on vient juste me mettre de la glace sur la tête alors que je ne sais pas trop quoi pour faire baisser ma température, on va peut-être me tuer, c'est tout. Alors je continue, le temps tourne, je continue avec les questions. Alors question très courte. Pour PISA, il semble que les majeures sont comparables entre elles. Donc pour 2015, on comparera avec 2006 en culture scientifique. Oui, tout à fait. Aux réserves alors, que j'ai formulées justement, je pense qu'il y a peut-être des points justement à voir. Alors, autre question, ça reboucle sur ce que Nicolas expliquait. Interrogé sur les comparabilités entre les tests sur papier et ordinateur, PISA dit que ces résultats sont comparables. Alors, justement, j'aimerais bien aussi entendre Antoine Bodin, parce que c'est peut-être pas si peu comparable que ça. Tout dépend de ce qui est transposé, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'est ça? Les expériences qui ont été menées ici ou là, sur le reading literacy, enfin sur la compréhension de texte, sur les maths aussi, il y a des petites différences. Mais alors justement, après, ça dépend ce qu'on veut faire du thermomètre. Si on est physicien
des hautes énergies ou des basses, je ne sais pas. Et si on veut une précision à 1/100 de degré, bien sûr, le thermomètre ordinaire, ça ne marche pas. Mais le thermomètre médical, à 1/2 degré près, il vous dit bien si vous avez de la fièvre, s'il faut aller voir le médecin ou si ça ne va pas très bien. Je veux dire, voilà. Les biais dans les comparaisons temporelles seraient limités. Les écarts, comme d'ailleurs, comme tu l'as dit avant, les pays, si on regarde les pays, ils se retrouvent dans un intervalle de confiance où ils sont tous, même si on a dit c'était 496 pour la France, c'était le cas des maths en 2012, 496, mais oui, mais à 501, ça n'avait pas de différence en fait. Et alors, évidemment, les gens qui n'ont pas la culture statistique pour interpréter ça, ils vont tout de suite dire qu'on a perdu 4 points. 4 points sur quoi? Quand on sait que l'échelle est infinie. Moins l'infini plus l'infini. Et là-dessus, ce n'est pas 4 points qu'on a perdu, c'est 4/100 d'écart type. Alors, ne me faites pas dire que parce que je vais me faire tuer à la sortie, je ne dis pas que le niveau ne baisse pas en France. Il y a des problèmes, il y a des vrais problèmes. Surtout en maths. Surtout en maths. Il y a de vrais problèmes. Mais il ne faut quand même pas se tromper en prenant des points comme étant des valeurs absolues de différence. Il faut les interpréter. Qu'il y ait des choses qui baissent depuis 20 ans, je crois que plus personne ne peut le nier. Donc plus personne ne le nie en fait, ce n'est pas le problème. Mais c'est l'interprétation qu'on donne à ça. Et de même que les écarts entre les plus faibles et les plus faibles, les plus forts et les plus faibles, ça ne se discute pas non plus. Sur les connaissances que PISA met en avant comme les connaissances nécessaires à tout citoyen, c'est bien sûr tout à fait différent de Teams Advance. Là, c'est pour tout citoyen, sur ces compétences qui sont pratiquement transversales, en fait. Pour beaucoup d'entre elles, eh bien, effectivement, l'écart se creuse. Et personne ne peut le nier. Et moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, bien sûr, mais ils ne vont pas dire pour autant que ça n'existe pas. D'ailleurs, excusez-moi, il suffit d'être allé travailler un peu avec les élèves des écoles de la deuxième chance, ici ou là, pour savoir qu'il y a des vraies difficultés chez les jeunes adultes qui n'ont pas aujourd'hui la capacité non seulement de répondre aux questions de type Advance, mais pas non plus aux questions de PISA et même pas aux questions de Teams grade 4. Donc il y a certainement quelque chose à faire là. Oui, je voulais juste ajouter que, mais on l'a déjà évoqué, PISA mesure des choses qui dépendent probablement en partie de l'école, mais pas seulement. Parce que l'habitude, par exemple, d'utiliser un ordinateur, de savoir cliquer sur tel ou tel bouton, elle dépend quand même beaucoup du contexte dans lequel un élève se trouve. Et c'est pas pour rien non plus que c'est l'OCDE qui mène cette étude. Enfin, elle dit des choses sur le pays, l'état du pays de manière générale. Alors que Teams Advance, en tout cas, je n'ai pas regardé Teams pour le CE1, là, je pense, dit beaucoup plus des choses sur l'école, les curriculums et l'état du système en lui-même. Oui, on voit bien qu'il y a deux logiques. Celle du socle commun, avec évidemment des acquisitions qui peuvent aussi se situer en dehors, et celle d'un arrimage très scolaire. Merci beaucoup, messieurs, pour tout ce que vous avez pu apporter à ces explications. On voit bien que finalement, on est face à des objets qui sont extrêmement complexes. On voit bien qu'on doit avancer dans l'analyse de ces outils, ne pas les mettre de côté parce que, comme le disait très bien Antoine Baudin, il n'y a pas refusé le baromètre, mais évidemment, il faut aller au-delà de baromètres globaux et essayer d'utiliser ces outils pour mieux comprendre le fonctionnement de l'école française, parce qu'elle n'est peut-être pas responsable de tout, mais elle a aussi une certaine part de responsabilité dans ses résultats. Un grand merci aussi à notre partenaire Canopé qui nous accompagnait dans cette conférence virtuelle interactive. Et puis encore merci évidemment à notre partenaire Sorbonne Nouvelle qui nous accompagne toujours avec fidélité sur ces conférences et sans lesquelles ces conférences virtuelles actives ne pourraient pas avoir lieu. À très bientôt.